Jean-Luc Mélenchon est trotsko-poujadiste? Voilà, c'était mon intro. J'en ai marre de faire des intros. Ouais, on va regarder là. On va regarder la petite conférence qu'il y a eu de Jean-Luc Mélenchon à l'Institut de la Boétie vers un nouveau pacte avec les TPE-PME. Donc là, c'est la nouvelle orientation de la France Insoumise. Ils essayent de séduire les petits patrons. Voilà. Alors rappelez-moi, c'est quoi le syndicat qui est représenté ici? Il y a deux syndicats. Il y a le syndicat des TPE-PME et on a un autre limite pour les toutes petites entreprises. Non, c'est un truc genre l'UCL, mais c'est pas ça. C'est l'U2CL, l'UC2L, je sais plus. Je crois qu'il y en a deux. Mais en tout cas, là, il y avait des invités qui étaient là à l'Institut de la Boétie. Donc l'Institut de la Boétie, c'est un truc rattaché à la France Insoumise. Où Clémence Guettet et Jean-Luc Mélenchon sont coprésidents, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Salut Amphibians, comment ça va? Et bon, bref, du coup, en tout cas, il y a une stratégie pour la présidentielle. C'est une stratégie et ça correspond à un programme en réalité. Il n'a pas sorti de son cul comme ça. C'est un truc qui est raccord avec ses idées de manière générale, quoi. D'aller un peu séduire les petits patrons. Alors, on pourrait se dire, quoi? Séduire les artisans, les petits patrons, c'est du poujadisme! Comme ça, avec la banane. Du poujadisme! Donc, du nom de Pierre Poujade, député de la 4ème République à l'époque, avait fondé son parti. Et c'est un parti d'extrême droite dans lequel était Jean-Marie Le Pen à l'époque, et qui était vraiment basé sur la défense des petits commerçants et des petits artisans comme étant le cœur battant de la vraie France par rapport à ces ordures cosmopolites. Vous voyez? Donc, c'était l'extrême droite. Hein. Et donc, voilà, souvent axé sa politique sur les petits patrons, les artisans, les commerçants. Parfois, ça fait penser à du poujadisme. Mais vraisemblablement, quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui le fait, pour le coup, ça va pas être du poujadisme, mais ça va être effectivement du trotsko-poujadisme. Parce que c'est la version de gauche. Non, je rigole, mais c'est juste qu'on l'a qualifié de trotsko-poujadiste, je sais plus quel journal, il en parle à un moment donné. Et bref, lui, c'est pas pour les mêmes raisons qu'il veut aller séduire les petits patrons. Alors après, ne se voilons pas la face, c'est une stratégie qui s'inscrit dans la course à la présidentielle, où il se dit, bah voilà, c'est aussi une manière de nous radicaliser, d'élargir mon socle, de m'appuyer sur des gens qui pourraient me trouver crédible dans les idées économiques que je défends, et donc du coup, bah voilà, gagner en crédibilité à l'approche de la présidentielle. Je pense que, stratégiquement, je pense que c'est un très très bon move de faire ça, mais ça correspond aussi à sa vision un peu de l'économie, à sa politique économique, et une politique de relance par la consommation, une politique keynésienne. Et dans cette idée de relance par la consommation, ça serait plus avec les petites entreprises, le maillage local de petites entreprises sur le territoire français, que cette politique de planification et de relance par la consommation pourrait être la plus effective, quoi. Donc là, il est en train de s'acoquiner un peu avec les syndicats de petits patrons, etc., pour tenter de se les mettre dans la poche, sachant que moi, là où j'aime bien le move, même si le communiste en moi se dit ok. Mais là où j'aime bien le move, c'est que bon, les petits patrons, quand on regarde le rapport à l'appareil de production, tatati, tatata, ça reste des patrons. Généralement, ils ont une sensibilité politique qui n'est pas communiste, qui n'est pas anticapitaliste à proprement parler. Effectivement. Et donc, on peut jouer un jeu dangereux en tentant d'aller dans cette direction-là, en mettant un peu la lutte des classes sous le tapis, finalement. Et c'est vrai. Mais là, dans le monde dans lequel on vit, actuellement, avec une économie hyper financiarisée, des multinationales dans tous les sens, etc., et des différences de traitement de l'État néolibéral entre les multinationales, les plus grandes entreprises, et les petites entreprises qui ne bénéficient pas de toute cette aide des États, là, de toute cette politique pro-business, la politique pro-business de l'État néolibéral. Donc l'État néolibéral, c'est où l'État crée de la dépense publique, mais pour les entreprises, en soutien aux entreprises et aux bénéfices de la bourgeoisie possédante, n'est-ce pas? Et ben les entreprises et la bourgeoisie, on va dire, qui profite de ces politiques néolibérales, c'est généralement pas les tout petits patrons, c'est pas les entreprises avec 2-3 personnes. Les trucs de CICE, compagnie, les exonérations d'impôts, ça leur profite moins en réalité. Ceux qui prennent la grosse part du gâteau du fric, bah, c'est plus les multinationales. Il y a ce côté-là, et donc du coup, on va dire, pointer du doigt les multinationales, enfin séparer les petits patrons des gros patrons, ça a du sens par rapport à leur rapport à l'État néolibéral, premièrement, et ça a du sens où ça permet quand même de faire un discours, les petits contre les gros. Voilà, le problème, c'est pas le patronat en soi. Alors après, bon, quand on est communiste, le problème, c'est le patronat en soi. Mais encore une fois, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un communiste révolutionnaire, hein. C'est un réformard, le Méluche. Mais c'est très bien comme ça. Donc ça peut être une manière pour lui de séparer les petits des gros. Peut-être remettre un peu même une vision de classe, un peu bizarroïde, parce que c'est pas par rapport à l'appareil de production, mais voilà, dire le petit patron avec 2 salariés qui galèrent, je le mets pas dans le même sac que le gros patron des multinationales. Voilà. Et donc les petits patrons, on va travailler avec eux pour faire cette politique de relance. Voilà. Donc ça permet aussi de mettre cette vision, les petits contre les gros, là où la droite et les libéraux adorent amalgamer tout le patronat aux petits patrons. Ils aiment bien se cacher derrière le petit patron qui galère pour au final faire des politiques qui profitent au conseil d'administration d'une boîte du CAC 40. Ils adorent faire ça, la droite. Ils passent leur temps à le faire. Donc que Mélenchon prenne le contre-pied de ça en disant non. Le petit patron d'une TPE n'a rien à voir avec le conseil d'administration de Total. Vu la propagande
libéral qu'on se prend en face, qui veut faire du patronat un groupe homogène et qui parle tout le temps des petits patrons pour défendre leur politique de merde, c'est pas déconnant de la part d'un Mélenchon de prendre ce contre-pied-là. Donc c'est pour ça, moi je vais pas le traiter de poujadiste et faire mon communiste révolutionnaire là-dessus, même s'il y a peut-être des critiques par rapport à ce qu'il va dire, etc. On va voir. Je vais pas faire de critique par principe parce que je vois à la fois stratégiquement comment c'est un bon move pour 2027 et politiquement, je pense que si c'est bien fait, bah ouais, il y a ce côté un peu on dénonce pas l'exploitation capitaliste si l'entreprise fait moins de 5 personnes. Il y a un côté un peu comme ça. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui veut devenir président de la République. What did you expect, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est parti. Je pense que ce qui vient d'être dit là, dans cette séance, très spéciale, parce que moi je ne m'attendais pas à ça. D'accord, ça nous fait un peu chier. Ça dépend de la perception qu'on a de la France Insoumise. Salut Zella. Il y a ce côté où peut-être on attendait un peu trop de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Hein. Ça reste un parti réformiste qui veut gagner la présidentielle. Hein. Moi, ça m'étonne pas qu'il fasse ça. Hein. Ça m'étonne pas qu'il fasse ça, ça me gêne pas tant que ça. Ou alors peut-être qu'on en attend trop de lui. Peut-être que certains se sont bercés d'illusions vis-à-vis de ce vieux réformard qui a passé 30 ans au PS qu'est Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'aime beaucoup quand même. C'est cette idée que la représentativité patronale doit être reconsidérée. Alors, une fois sur deux, il parle pas dans le micro, Jean-Luc Mélenchon. C'est son principal défaut. Voilà. Bon, l'antisémitisme, encore, mais le pas parler dans le micro, ça me saoule. Je plaisante, bien sûr, c'était une blague. Je pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit antisémite. Ça, on était d'accord. Et on s'était dit, on va mettre ça. C'est la blague de Community, genre en mode. Je peux tolérer le racisme, mais je crée une ligne à tel niveau. C'était une blague. La dernière fois, mais ça n'avait intéressé personne à l'époque. Parce qu'il y a quand même des malins dans les stratégies de combat. Il y a les nigauds. Alors, par exemple, le patronat d'Arcelor. Ils étaient tellement persuadés qu'on n'arriverait à rien. Donc là, il parle aux représentants de syndicats de petits patrons, je sais plus comment ils s'appellent. Qui s'en foutaient. Une grève des prolos d'Arcelor, bon, une rencontre avec les insoumis. Imo, c'est le pour move à faire alors que le capitalisme rentre en phase monopolistique et que les TPE-PME sont de plus en plus minoritaires. Ça n'amènera à pas grand-chose. Je fais que shitposter. Je te propose de rejoindre Révolution Permanente, le NPA ou le Lutte Ouvrière à ce moment-là. Ils ont l'air d'être plus adaptés à ce que tu penses. Là, au chaud, là, dans leurs pantoufles, là, laisser passer les événements. Quick! Je suis pas sûr qu'elle est de plus en plus minoritaire. Et ça, il va en parler. Le problème des TPE-PME, en France, des toutes petites boîtes industrielles, etc., elles sont pas toutes rachetées par les grandes boîtes. C'est juste que de toute manière, leur carnet de commandes aux petites boîtes dans l'industriel, par exemple, c'est les multinationales, c'est les grosses boîtes. Elles sont dépendantes, souvent elles sont dans des rôles de sous-traitants par rapport aux multinationales et aux gros empires, quoi. Vous voyez. Je sais pas s'il y en a de moins en moins. C'est plus qu'ils sont de moins en moins indépendants, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a énormément de petites boîtes qui travaillent. Leurs clients, c'est Renault, c'est Peugeot, c'est des grosses boîtes, quoi. Voilà. Moi, j'ai un exemple de ça. C'est qu'il y avait quelqu'un, bon, il est décédé maintenant, mais quelqu'un de ma famille, qui était petit patron, justement. Typiquement, j'aurais bien aimé voir sa réaction par rapport à tout ça. Bon, maintenant, il est décédé, je pourrais pas le voir, hélas. Mais lui, c'était une boîte. Il y avait lui et son frère qui tenaient la boîte. Ils avaient un employé à temps plein. Il avait le même employé depuis 20 ans et qui bossait. Et il y avait une secrétaire à mi-temps pour tout ce qui est secrétariat et tout. Genre. Et parfois, ça arrivait d'avoir un apprenti, quoi. Mais voilà, c'était vraiment la toute petite boîte. C'était la TPE. Il y avait un employé. Donc, c'était les deux frères qui étaient les patrons, qui possédaient la boîte. Un employé. C'est une boîte qui fabriquait des transformateurs très haute tension. Voilà. C'était une toute petite boîte. Et à qui il les vendait ça? Il les vendait à des grands groupes. Il vendait à des équipementiers automobiles. Il les vendait à des gros groupes industriels qui avaient besoin de machines pour faire des tests. Des machines qui fournissent une très haute tension pour pouvoir faire des tests électroniques. Ça soit dans l'automobile ou autre. Je crois que c'était pas mal automobile. Et donc, du coup, ils vendaient ces transformateurs très haute tension qu'ils fabriquaient eux-mêmes dans leur petite entreprise à des grands groupes. Mais je veux dire, leur carnet de commandes, c'était les grands groupes de toute manière, quoi. Et je veux dire, c'est souvent ça, les TPE, PME. En tout cas, dans l'industrie, c'est ça 100%. C'est vraiment en mode, elles sont dépendantes des grands groupes. Mais elles existent quand même, il y en a beaucoup. Et ces grands groupes-là n'ont aucun intérêt à internaliser ça. En fait, ils ont plein de sous-traitants et ça leur va très bien, sachant que l'organisation du travail va de plus en plus vers de la sous-traitance généralisée et de séparer en plein d'entités des trucs, quoi. Donc, ouais. D'Arcelor, panique à bord. Je suppose que le vrai patron international, il dit, on vous paye à quoi foutre là? Parce que si vous n'êtes même pas capable de défendre la propriété contre la bande d'insoumis, alors c'est pas la peine, hein, aller faire autre chose. Bon, donc ça a chauffé. Et je pense que quand nous, on a commencé à poser la question de la représentativité du MEDEF, silence dans les rangs. On n'a pas entendu un seul bruit. Je pense qu'il y avait quelques stratèges du MEDEF qui ont dit, surtout, on n'en parle pas, comme ça ira mieux. Mais trop tard. Trop tard, on est contaminé. Et on savait que la question de la représentativité est essentielle. J'insiste là-dessus.
Dans ma présentation, si je ne me suis pas trop mal débrouillé, j'espère quand même pas m'être trop mal débrouillé, j'ai montré comment les problèmes qui étaient posés l'étaient à la fois par la mutation du capitalisme à échelle mondiale, par la modification des relations à l'intérieur de chaque nation, la façon dont tout ça s'articule. Et évidemment, j'ai montré que le mot patron désignait des relations sociales complètement différentes. Ça, on peut pas lui donner tort pour le coup. Il y a des points communs, mais c'est très différent. La sociologie d'un petit patron de PME qui galère à payer ses 2 employés, ils existent ces gens-là, ils existent, on va pas les nier quoi. Alors certes, il vaut mieux être le petit patron de la PME que le salarié a priori. Déjà parce que tu as un rapport au travail qui est pas le même, tu es, le maître de ton appareil productif, alors tu as peut-être plus de stress parce que tu te dis: «Oh là là, si je fais pas du chiffre d'affaires, comment je vais faire pour payer mes gars?» et cetera et cetera. Mais je veux dire, c'est un rapport au travail qui est très différent et qui passe pas par l'exploitation pour le coup, parce que tu es maître de ton petit travail. Et ça change tout. Déjà rien que ça change tout. Donc je dis pas en mode genre: «Oh les plus à plaindre en France, c'est les petits patrons, de toutes petites boîtes». Mais je veux dire, la sociologie et la vie concrète, le vécu très concret d'un petit patron d'une toute petite boîte, ça n'a rien à voir avec le PDG avec Tavares, le PDG de Stellantis, vous voyez? C'est vraiment 2 trucs totalement différents. Et effectivement, les mettre dans le contexte français actuel, tous dans une même boîte qui serait les patrons, je trouve pas que c'est le truc le plus pertinent, quoi, effectivement. Mais ce qui veut pas dire que les petits patrons de toutes petites boîtes sont pas pour autant parfois des exploiteurs et qui sont pas pour autant parfois la cause de tous les maux de leurs salariés et qui à côté ils sont là en mode genre: «Oh je galère à payer mes gars», mais lui bon il se gagne 4 000 €, il fait tout passer en frais de société, vas-y que ça paye ça roule dans un gros SUV neuf payé avec les frais de la boîte pendant que ses 3 employés au SMIC qui galèrent, hein. Voilà, ça c'est aussi une réalité parmi les tout petits patrons que je viens de décrire. Et ça il faut pas se leurrer par rapport à ça. Mais ça reste quand même un truc assez différent du directeur de grand groupe quoi. Et là en plus on parle des patrons. Mais si après on commence à parler de qui possède les entreprises, il faut plus parler du conseil d'administration des grosses boîtes. Voilà. Qui est actionnaire majoritaire au conseil d'administration d'une multinationale. C'est eux les vrais patrons, entre guillemets, qui ont le vrai pouvoir décisionnel. Dans les très grosses boîtes, souvent le DG, le directeur général, c'est juste un salarié de très très haut niveau qui est en charge de gérer la boîte. Mais en gros, il y a des ordres qui viennent d'encore plus haut du conseil d'administration. Et un président directeur général, non, c'est le président, je confonds. Un président directeur général, c'est quelqu'un qui a à la fois du pouvoir décisionnel au sein du conseil d'administration et qui en plus est le patron. Vous voyez? Mais donc voilà, entre les gars qui vont aller prendre leur jeton de présence dans les réunions de CA, dans les boîtes de multinationales et qui sont genre: «Ah oui, bah on devrait virer 1000 personnes sur ça, 2000 personnes sur ça, allez, je repars aux Bahamas». Et le petit patron qui galère, sans vouloir dire faire du not all patron, c'est quand même un vécu, une réalité très différente. Et dans une optique de se faire élire, une optique réformiste, effectivement, tu peux parler à l'un sans parler à l'autre. Et même tenter de séparer les deux en disant: c'est quand même pas la même chose. Il y en a un, c'est la petite bourgeoisie, il y en a un, c'est la bourgeoisie avec un grand B. Pourquoi pas? Moi, franchement, je trouve ça pas déconnant. Mais à condition, bien sûr, que ça s'inscrive dans une politique économique qui soit logique et qui soit de gauche et qui soit au service des travailleurs. Voilà. Si pour aller draguer les patrons de TPE, PME, ils se retrouvent à faire des politiques qui vont plus dans le sens de ces petits patrons-là que dans ceux de tous les travailleurs, à partir de là, ça dégage et ça, effectivement, c'est du poujadisme. Mais ça ne sera pas le cas, a priori, puisqu'il a une politique derrière, économique, de relance, keynésienne, même de protectionnisme écologique sur certains trucs, qui serait peut-être à même de conjuguer défense de ces petits patrons et défense de tous les travailleurs. Voilà. Et je crois qu'on l'a entendu. Je l'ai bien dit là, c'est bien, je parle bien, c'est cool. Aujourd'hui dans la journée. Et ces relations ne sont Alors je bug en ce moment, je sais pas pourquoi, mes lecteurs bug de fou, on était où? J'ai oublié de réactualiser. On veut me faire taire, et taire Jean-Luc Mélenchon, pas réparées, donc on la prend le glorieux leader. Non, j'en étais où? Je sais plus où j'en étais. Hop là. tard. C'est clair, le tissu des entreprises est constitué à 90% de TPE et de PME. Alors ça, c'est en nombre d'entreprises. Mais en nombre de salariés, en vérité, je crois qu'il y a plus de gens qui bossent dans des grosses boîtes que dans les TPE. Hein. Des TPE, PME, en termes de nombre de salariés. Parce qu'un grand groupe qui a 30 000 employés en France, bon oui, c'est l'équivalent de 15 000 boîtes où il y a 2 personnes dedans, quoi. Donc, bon, il y a ce côté-là. Mais oui, effectivement. En tout cas, y compris les grandes multinationales, si tu enlèves toutes les petites boîtes, toutes les TPE, PME, dans l'industrie par exemple, dans le secteur secondaire, que je connais peut-être un peu mieux que le tertiaire, parce que j'ai bossé dedans. T'enlèves toutes les petites entreprises du industriel, où il y a entre 2 et 10 salariés dedans, de France, les grands groupes s'effondrent. Ils s'effondrent. C'est leur petite main d'une certaine manière. Du capitalisme à échelle Ouais, c'est à peu près mondiale, 50-50 pour les salariés. par Parce qu'après, il y a les fonctionnaires, donc c'est encore différent. Bref. la modification des relations à l'intérieur de chaque nation, la façon dont tout ça s'articule. Et évidemment, 14h déjà. j'ai montré que le mot patron désignait des relations sociales complètement différentes, et je crois qu'on l'a entendu aujourd'hui dans la journée. Et ces relations ne sont pas seulement des relations personnelles ou des relations d'intérêt. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin,
Nous, on ne s'adresse pas à vous comme individu. Alors là, il ne s'adresse pas aux auto-entrepreneurs. Hein. Parce que je vois Fidel Chicha qui dit, et puis ça va parler aux petites entreprises qui n'ont même pas de salariés, qui ont fui le salariat pour se mettre en auto-entrepreneur. Ah oui, d'accord, non, ça peut peut-être parler aux auto-entrepreneurs, mais là, c'est vraiment avec les syndicats de petits patrons dans des sociétés, des entreprises. C'est pas, ils ne parlent pas des micro-entrepreneurs, ça. Parce que pour le coup, le micro-entrepreneur, parfois, c'est des travailleurs uberisés. Hein. Le livreur Uber, il est micro-entrepreneur. Là, il n'est pas du tout dans un rapport de petit patron. Il est 100 fois plus proche d'un travailleur salarié que d'un petit patron. C'est même pire qu'un travailleur salarié parce que c'est du salariat déguisé en réalité. Voilà. Donc là, il ne parle pas des auto-entrepreneurs dans cette conférence, mais effectivement, peut-être ça pourrait parler aux affects de certains auto-entrepreneurs qui disent bah attends, mais il n'est pas anti-entreprise celui-là. Effectivement, peut-être. Mais là, il ne parle pas de ça. Pour solliciter vos votes, parce que nous n'avons jamais pensé, par une espèce de matérialisme brutal et de caractère quasi catéchiste, que les individus se résument à leurs conditions sociales. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, ils sont leurs conditions sociales, mais nous sommes des êtres socio-culturels. Okay. C'est-à-dire que nous sommes capables de nous faire tuer pour des idées aussi confuses que la liberté ou l'égalité, et que nous refusons absolument le même sort pour un différentiel d'inflation qui pourtant nous coûte beaucoup plus cher. Nous sommes des êtres socio-culturels. Dès lors, un patron... Dès lors. Faudrait que j'intègre le terme dès lors quand je parle. Ça rend la démonstration beaucoup plus classe. Petit, grand ou moyen, je suppose que s'il s'aperçoit que ses enfants ne sont plus en état d'amener dans la vie et la joie de la famille des petits-enfants, il se pose la question de savoir Jacques Delors. comment Salut on copain, en est arrivé comment ça là. va? Qu'un couple sur 4 ait recours à la PMA. Que si tel ou tel de ses voisins ou cousins ont chopé le diabète et on ne comprend pas pourquoi, ou sont en crise d'obésité, ce sont des maladies politiques et il réagit comme un être humain. Il est certain qu'il aura d'autres moyens pour y répondre que le commun des mortels. Mais en attendant, la condition humaine, la joie, la douleur, l'amour, tout ça nous est en commun. J'aime bien quand il parle comme ça en vrai, hein, quand même. Faut pas déconner. Et puis il le dit pas en l'air, hein, c'est pas juste il met des trucs un peu poétiques, etc. Quoi. C'est plus pour dire tous les patrons ne sont pas pareils parce que derrière cette exploitation, il y a un petit cœur qui bat. Donc en vrai, il est bien. C'est un peu ce qu'il dit. Hein. C'est un peu ce qu'il dit, mais il le dit bien. Non, mais c'est vrai, parfois on peut pas non plus totalement résumer des gens uniquement à leur place dans l'appareil productif, typiquement. En marxiste, c'est un peu ça, quoi. Tu décides si t'es un bourgeois ou un prolétaire, c'est ta place par rapport à l'appareil de production. Et je veux dire, cette vision-là, elle est encore hyper puissante et hyper pertinente aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a des gens, et peut-être de plus en plus, qui peuvent être dans un entre-deux, quoi. Et le truc dans mode c'est socio-culturel, ça veut dire que même chez les gens qui, sur le papier, sont censés être des ennemis de classe, bah, il y a peut-être certains trucs où ils se disent, bah, malgré tout, vu que c'est des petits patrons, et que c'est pas des grands patrons, qui gagnent pas non plus des milliers et des cents, ils se disent, bah, certes, je suis un petit patron, donc j'ai un peu intérêt à ce qu'il y ait moins d'impôts et moins de cotisations sur mes salariés, mais d'un autre côté, bah, la sécu, ça me permet de me soigner, ça permet de soigner mes enfants, la retraite, etc. Voilà, quoi. Ils peuvent, par exemple, avoir un intérêt en tant que citoyen, en tant que Français, dans la sécurité sociale, ce qui est, je le rappelle, déjà la communiste. Voilà, c'est toute une partie de l'économie qu'on socialise et qu'on met hors des griffes de l'économie de marché, quand même, la sécu. C'est pas mal du tout. Donc un petit patron peut très bien, en tant que patron, avoir intérêt à ce qu'il y ait le moins de sécu possible parce que c'est des cotisations sociales et du coup c'est potentiellement du bénéfice en moins. Mais à côté, il se dit bah la sécurité sociale, en tant que Français, vu que je suis pas un milliardaire, bah j'en profite quand même. J'en profite au moins autant que je cotise et c'est bien. Et voilà. Et je vois que mes enfants, ils vont à l'école publique, c'est gratuit, on peut se faire soigner gratuitement, etc. Et donc, ils peuvent avoir cet arbitrage-là, malgré tout, où c'est pas uniquement leur intérêt économique de patron qui prend le dessus, mais de se dire, bah non, la sécurité sociale, c'est bien parce que j'en profite, par exemple. Donc, du coup, vous voyez, des intérêts un peu divergents entre le patron et l'humain derrière, et le français, dans le tout petit patronat. Effectivement, il peut y avoir des trucs un peu contradictoires. Et à ce moment-là, on peut avoir effectivement... des patrons qui ne veulent pas tout privatiser, des petits patrons qui ne veulent pas tout privatiser parce qu'eux-mêmes n'auraient pas intérêt à tout privatiser. Alors que le patron d'une multinationale, il s'en bat les couilles, il a tout intérêt à tout privatiser, parce que si tout est privatif, il s'en fout. Il cotisera moins pour le soin des autres, il cotisera plus que pour le sien. Donc bon. Donc c'est pas à ça qu'on parle. Bien sûr que notre programme est le meilleur pour ce qui est de la joie, du bonheur et du reste. Mais je vois à votre mine réjouie que vous le pensez aussi. Alors, mais je veux dire que nous nous adressons à des gens qui ont des responsabilités et nous ne pensons pas que les contradictions... De toute façon, en vrai, là, ça va être Mélenchon Prime à partir d'aujourd'hui. Hein. À partir de... Déjà, ça a commencé il y a quelques semaines. Ça a commencé au moment où il a mis ses photos en mode Papy Mélenchon tout mignon sous la neige, déguisé en Jean Moulin, là. Et après, Papy Mélenchon tout mignon au coiffeur. Ça a commencé là. Pour moi, la campagne de Mélenchon a commencé à ce moment-là. Donc là, il va que être en mode genre non. Vraiment le vieux sage, rassurant, drôle, charismatique... franchement républicain. Bardella va tellement le battre
Enfin, BC Talion, j'imagine que si tu dis ça, que c'est ton premier message dans le chat, c'est que t'es un soutien de Bardella. Tu peux me dire droit dans les yeux, là, que Bardella arrive à la cheville de Jean-Luc Mélenchon en termes de charisme et d'intellectuel. C'est ça qu'on parle. Bien sûr que notre programme est le meilleur. D'humanité, tout simplement. Et du reste. Je veux dire, programme mis à part. Quand t'entends Mélenchon parler, je veux dire, c'est quand même un autre niveau que Jordan Bardella, quoi. Jordan Bardella face au MEDEF, c'est en mode genre, je vais enchaîner les éléments de langage le plus libéraux possible parce qu'on m'a dit de le faire. Tu me demandes de parler philosophie, quoi que ce soit. Franchement, ouais, Bardella est un peu comme Napoléon en vrai. Ah, tu veux dire qu'il va rétablir l'esclavage et créer la mort de 6 millions de personnes en Europe? Bardella est comme Napoléon. Toi, t'as vu le même tweet que moi. Tu sais que j'ai ratio ce tweet en faisant une blague sur Napoléon et Bardella. Hein. Oui, à peu près. Oh là 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 là. Ah, le niveau de nos adversaires politiques. Hein. Moi, je préfère Bardella parce qu'il est comme Napoléon. Déjà, tu votes pour un Italien kabyle, toi qui es raciste, t'as pas honte? Allez, hop là. Je vais ouvrir la porte. Non, il troll. Mais non, il troll pas. Premier message dans le chat, ça suce Bardella. C'est un truc en mode. C'est un fan de Bitcoin, j'ai l'impression. BC comme Bitcoin, non? BC Talion, non? Ah non, c'est pas le logo du Bitcoin. Non, ça n'a rien à voir. Non, moi je pense qu'il est un peu sérieux. Hein. Je pense qu'il a rien à répondre. Commence pas à me bannir, mais je fais ce qu'il veut. T'es kabyle, tu trolls. Ah ouais? Mais des capas si tu trolls, j'étais à l'œil. Hein. Commence pas à me bannir, déjà je fais ce que je veux. Hein. Non, c'est BTC les bitcoins. Là, c'est BCT, j'ai n'importe quoi. T'es vraiment kabyle? Prouve-le-moi. Bizarre, à un moment où je fais une blague là-dessus, t'es en mode genre, ah bah ça tombe bien, je suis justement kabyle. T'es italien aussi? T'es italien kabyle comme Bardella? Ah, t'es peut-être Jordan Bardella. Non, je suis algérien, mais pas kabyle. Mais arrête de mentir alors! Qu'est-ce que tu racontes? Mais je comprends pas alors. Mais du coup, t'es un soutien de Bardella ou pas? Ou c'était pour se foutre de la gueule du monde? Je ne comprends pas, j'arrive pas à te lire. Tu me fatigues, je vais ouvrir la fenêtre. Votre mine réjouit que vous le pensez aussi. Alors, mais je veux dire que nous nous adressons à des gens qui ont des responsabilités et nous ne pensons pas que les contradictions qui les opposent les uns aux autres soient artificielles. Bien sûr, tous, on a sorti notre violon pour dire, oui, les grandes entreprises... Mais je rigole, Bardella, c'est Napoléon. Oh, tu sais quoi, tu m'as saoulé, dans le doute, je vais te ban. Il y a tribunal des banniers, hein, bientôt, si jamais. Hop là. J'essaie de garder mon attention. Juste, tu m'aurais pas dit, me bannis pas par contre, je t'aurais pas banni, mais là, bon... Alors, on est tous d'accord, c'est pas la... Tu peux faire, tu sais, il y a le truc où tu peux envoyer un message pour dire non et t'expliquer, et si je vois qu'en fait je t'ai banni pour rien, je te débannerai. Hein. T'en fais pas, t'as le droit. T'as le droit à un jugement. Là, t'étais jugé en première instance, jugé coupable en première instance. Tu as le droit de faire appel, évidemment. Voilà. Évitons néanmoins dans le débat de nous attribuer des positions qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, dire nous croyons au marché, nous, avez-vous dit. Bah, nous, c'est pas qu'on y croit, c'est qu'on l'observe. Le marché, c'est le marché. Le troc, c'est du marché. L'économie. Le troc, c'est du marché. Ça, les libéraux, ils comprennent pas. Ils sont en mode genre quoi? Mais non, avant, on faisait du troc. Et puis l'homme a décidé de inventer l'argent. C'était plus pratique que le troc. Et maintenant, après, c'est le marché. Et c'est super. Alors que non. Bah oui, non, c'est pas né comme ça l'argent. C'est pas né comme ça l'argent. Banne-moi STP. Non, à Cuvapiste, toi, je te bannirai jamais du coup. Fallait pas le demander. Non, ça, c'est pas né comme ça l'argent. L'argent est né en même temps que le crédit en gros. Alors à partir du moment où on a commencé à prêter de l'argent, et bah l'argent a existé en fait. Mais avant, il n'y avait même pas la nécessité d'argent. Hein. Dans certaines civilisations primitives, il n'y a pas de troc en fait. C'est t'amènes ce qu'il faut pour la communauté et tu partages quoi. En fait, l'argent, c'est la dette. C'est la même chose quasiment. L'argent, c'est une dette qui est mise et qui à un moment doit être remboursée. Et tout ça, ça fait de l'argent qui circule. Si, j'ai lu un truc de Eureka là-dessus. En tout cas, l'argent, c'est pas le troc, c'était pas pratique. Et donc, du coup, on a créé l'argent. Pour le coup, c'est pas ça l'argent. L'économie du don, c'est aussi du marché. Donc, ça ne veut. La monnaie, si vous préférez. La monnaie. Voilà. En tout cas, la monnaie est née en même temps que le crédit. Ça, c'est vrai. Le marché, ça veut dire il y a une offre, il y a une demande et on espère que ça se rencontre. Mais ça, c'est au VIe siècle avant notre ère. Hein, où tout le monde se connaissait, il n'y avait qu'un seul endroit où il y avait un marché, on allait et on comparait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous regardez dans les villes les plus antiques, la répartition par quartier, c'est très curieux, tous les métallos allaient à un endroit, ceux qui faisaient des légumes à un autre, ceux qui faisaient des tapis à un autre, justement pour qu'il y ait un marché, pour comparer, etc. etc. Mais aujourd'hui, ça a à peu près zéro sens. Il n'y a pas de marché libre et non faussé, ça n'existe pas. Oui. Et vous avez posé la question tout à l'heure vous dites quand on passe dans les ministères... libre et non foncé, ça marche pas. Genre, le marché est non faussé quand il n'est pas assez libre. Au contraire, plus le marché est libre, plus il va être faussé finalement. Parce que moins le marché est régulé, plus il y a des gens qui vont profiter pour faire n'importe quoi et fausser les jeux, quoi. Enfin, c'est un peu normal. S'il n'y a pas de règles à un jeu, bah on peut tricher. C'est facile de tricher s'il n'y a pas de règles. Plus tu mets de règles, plus c'est difficile de tricher. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc en vrai, libre et non faussé, c'est un oxymore. Plus le marché est libre, plus il est faussé. Et le marché est acceptable, entre guillemets, qu'à partir du moment où il est vraiment régulé, quoi. Sans ça, c'est la merde. Et d'ailleurs, tous les marchés sont plus ou moins régulés. Il n'y a pas trop de dystopie libertarienne, etc., etc., quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'y peut rien. Ben bien sûr, parce que c'est le traité de Lisbonne. À un moment donné... Ah oui, tu peux pas tricher sans règle. Alors, le mot est peut-être un peu malvenu, quoi. Tu peux fausser sans règle. Voilà. Oui, effectivement, s'il n'y a pas de règle à respecter, tu peux pas tricher par définition. Mais vous voyez ce que je veux dire? Fausser. Juste fausser. Les questions sont politiques. Ce pays a décidé. Au congrès de Versailles, j'ai voté contre. Si tu joues aux cartes et qu'il n'y a pas de règle à respecter, tu peux très bien dire: ah non, 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 mais j'ai pris 3 cartes en plus, j'ai le droit. Mais s'il n'y a pas de règle. Voilà, c'est plus ça que je voulais dire. D'appliquer le traité de Lisbonne qui institutionnalisait la concurrence libre et non faussée. Voilà. Résultat, ben vous avez la concurrence libre et non faussée. N'ayez pas pleuré. Vous avez la concurrence libre et non faussée. Et j'en ai d'autres comme ça à vous servir. Le libre marché, le libre-échange. En avant, c'est fait. Et c'est écrit dans le texte européen que non seulement on va le faire nous-mêmes, mais on va la poser aux autres. Et voilà, c'est parti. Donc on achète les droits de pêche de tel et tel pays. Il n'y a plus un poisson dans le coin. Les gens qui en vivaient, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en ville. Et en ville, qu'est-ce qu'ils font? Ben rien. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben ils partent. Et vous en avez 30 000 qui meurent en cours de route, ou 20 000 chaque année en traversant la Méditerranée. Rien n'est venu comme ça, sans qu'on sache pourquoi, ou parce que quelqu'un a oublié. Tout ça est le résultat de décisions politiques prises. Par conséquent... Ah oui, il a dit par conséquent, tout le monde le disait, quelqu'un le disait tout à l'heure. Il dit dès lors, et parfois il dit par conséquent. La seule manière qu'on a de régler les problèmes de fond qui sont posés à travers vos différences de position, pour nous, de notre point de vue, à nous, collectivistes. Collectivistes. Oh, ça va, il va draguer les petits patrons, il dit nous, collectivistes. Ça va du coup. Les problèmes de fond? Il a dit les problèmes de fond? Ah, j'ai pas entendu. Pour nous, qui sont posés à travers, la seule manière qu'on a de régler les problèmes de fond qui sont posés... Il a dit funk. Attendez, c'est le moment de faire un funk edit, non? Attendez. La seule manière qu'on a de régler les problèmes de fond qui sont posés à travers vos différences... Ouais, les problèmes de funk? Pour nous, de notre point de vue, à nous, collectivistes. Oula, j'arrête. Si on au collectivisme, ça veut dire qu'on pense que c'est mieux quand on décide ensemble. Mais pour le coup, être collectiviste, c'est aller parler au syndicat de petits patrons, c'est pas vraiment collectiviste. Là, ce serait peut-être un peu un abus de langage. Tout seul. Que, par exemple, alors, il dit nous, on est collectiviste, mais bon, on va pas collectiviser les entreprises, vous voyez. Bon. Je pense que la solidarité est plus forte que la cupidité. Bon, ou si vous voulez que je prenne un mot plus gentil, on va dire, vous aussi d'ailleurs, comment dire, que la dynamique de l'appât du gain. Voilà. Bon, on pense que... Non mais, parce que on entend ça. Il ne faut pas qu'on se moque des arguments des autres. Parce que quand ils nous disent que c'est une motivation humaine, c'est vrai, c'en est une. Ben, c'est un choix à faire, c'est tout. C'est chacun pour soi ou tous ensemble. C'est un choix qui est quasi permanent dans l'existence et qui se présente de 1000 manières. Ça, et puis vous avez les entre-deux. Eux, ils ne veulent pas dire qu'ils sont entre deux, mais ils sont entre deux. Et il y a des matins, ils se lèvent, ils sont pour dire tous ensemble, et puis le soir, ils se couchent en disant chacun pour soi, vu la journée que j'ai passée. Bon. Et la société est traversée aussi par ce type de contradiction. Combien de fois on m'a dit c'est quoi être de gauche et être de droite? Ben, j'ai dit le gars qui est de droite, il est pour la compétition, mais pas au point que ça détruise la solidarité. Et puis le gars ou la fille de gauche, il est pour la solidarité, mais il dit mais quand même, il faut faire attention, il faut qu'il reste quand même un peu de compétition. Voilà, nous sommes dans ces points de tension. Okay. Donc comment on fait... Je dirais entre droite et gauche, oui, c'est soit tu as une approche plutôt individualiste de la société, la droite, soit tu as une approche plus collective de la société. Et en vrai, les deux peuvent se défendre, parce que justement, le libéralisme philosophique, c'est un peu mettre l'individu au centre, etc. Bof, bof. Moi, c'est juste que... peut-être que c'est aussi parce qu'il parle à des patrons, il est en genre, moi, je suis pas totalement contre la compétition, vous inquiétez pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ok. C'est pourquoi je vous disais, l'important pour nous, c'est de trouver la méthode pour mettre en œuvre. C'est pour ça que ce n'est pas leur vote qui nous intéresse. Zamboué de 4 millions, il y en a plus à côté. Ce n'est pas le sujet. C'est comment on fait pour que nous gouvernons et le résultat arrive derrière. Il faut donc tout de suite aller au cœur de chaque problème et trouver une réponse. Impossible de faire sans eux.
Alors, faire sans eux, ça veut dire forcer. Forcer, on connaît le résultat dans l'histoire, ça donne rien. Parce qu'ils sont comme tout le monde, puis en plus, c'est des Français, alors, pour ce qui est de la Non, résistance. pas sûr de cette take. Pour moi, la frontière entre droite et gauche, ça dépend de si tu veux ou non abolir les systèmes d'oppression. Non, mais tu n'as pas un homme de droite où on lui demande t'aimes bien l'oppression? Il est en mode genre, ah oui, moi si je suis de droite, c'est par rapport à l'oppression. C'est ça le truc. Genre, les gens qui sont de droite, les gens de bonne foi, hein, je parle même pas des fachos et tout, les gens qui ont une sensibilité de droite pour des raisons économiques, etc., ils ont le droit. Hein. C'est une sensibilité, on peut rien faire contre ça, ils existent. Vous voyez ce que je veux dire? Aucune personne de droite va être en mode genre, moi je pense que c'est au niveau de l'oppression que ça se joue. J'aimerais plus d'oppression. Et la gauche en mode genre, oui, bah moi j'aimerais moins d'oppression. Et c'est là-dessus que se joue le clivage gauche-droite. Moi, la définition que je viens de dire, je pense que je pourrais avoir un mec de droite en face de moi et lui dire, bah c'est un peu ça la différence. Et je pense qu'on pourrait tomber d'accord. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Voilà. Après, je vois ce que tu veux dire. De fait, la droite, de par leur position individualiste, se retrouve à défendre des systèmes de domination et d'oppression, de fait. Historiquement, c'est ce qu'ils font en permanence. Je suis d'accord avec toi. Mais la sensibilité de droite, au sens noble du terme, un peu, c'est pas ça. Il y a énormément de personnes de droite qui sont sincèrement convaincues. Alors, je parle pas des fachos et tout, hein, les fachos c'est encore autre chose. Mais il y a plein de personnes de droite qui croient en l'économie de marché, qui croient en le capitalisme, à tort selon moi ou à raison. Mais ils sont persuadés que c'est pour le bien. Ils se disent pas, oh mon engagement politique c'est pour créer du mauvais, créer du mal. Ils pensent être dans le bon, ils pensent être dans le juste, autant que vous et moi on pense être dans le juste. Et ça, on peut pas se voiler la face dessus. Après, ils existent de moins en moins parce que la droite se fait phagocyter par les fachos. Et les fachos, pour le coup, la domination, c'est leur raison de vivre. Hein. Ils veulent que les blancs dominent les autres et que la France domine les autres nations, quoi. C'est à la racine même de ce que c'est que l'extrême droite. La loi du plus fort. Le dominant est légitime parce que c'est le plus fort. Il a le droit de dominer, vous voyez. Mais de base, la droite, la vraie droite, entre guillemets, normalement, les gens de droite, ils disent non, mais je fais ça pour le bien. Ils veulent pas plus de pauvres. Alors après, ils font des politiques qui mènent à plus de pauvres, mais ils sont en mode, mais non, vous êtes fous, l'économie de marché, ça a sorti les gens de la misère. Sans marché libre, sans libéralisme, t'as pas de liberté individuelle. Ils en sont convaincus. Je veux dire, c'est pas des génies du mal, les gens qui ont une sensibilité de droite. Sans ça, ça voudrait dire que 50% des Français sont des génies du mal. Et ça, c'est. Non. On n'en connaît un rayon. Hein. Bon, donc ils sont comme nous, du même bois, de la même Ouais, pâte. ça s'appelle la fausse conscience libérale, on peut dire ça comme ça. Moi, c'est ce que je pense aussi. Je pense qu'ils se trompent, sinon je serais pas de gauche. Vous voyez. Mais eux ne pensent pas se tromper, et il y a plein de gens de droite qui se disent, bah non, ils pensent faire le bien, quoi. Ils n'aiment pas qu'on leur donne des ordres, et ainsi de suite. Donc on est obligé. Leur logique est discutable, tout à fait. Mais ils disent pareil de nous, quoi. Voilà. Mais là, je parle de gens de droite un peu normaux, quoi. Mais effectivement, c'est une espace en voie de disparition, parce que dès que c'est un peu la crise, les gens de droite normaux, au final, ils sont en mode genre, oh bah, bon, laissez des gens se noyer dans la Méditerranée, au final, c'est pas mal. Voilà, il y a une hypocrisie derrière, mais bon. Voir où va se construire le compromis social. Parce que où c'est le compromis social, où c'est la collectivisation immédiate et tout. Nous, on n'a jamais dit qu'on voulait collectiviser les coiffeurs. Oh, il a dit non, on veut faire du compromis avec le petit patronat parce que sinon, on est obligé de tout collectiviser. Oh, pas très radical, le Méluche, à l'approche de la présidentielle. Non, je rigole. Je vois ce qu'il veut dire, mais de toute façon, c'est évident puisque c'est la France Insoumise. Ce n'est pas un parti communiste révolutionnaire, c'est un parti réformiste et électoraliste. Et c'est pas grave, mais oui, normalement, en entendant ça, on n'est pas censé tomber des nues. Ou alors, c'est qu'on s'illusionne sur ce que représente la France Insoumise. Après, je me demande s'il va pas y avoir un truc où certains insoumis sur Internet en France, enfin sur Internet de gauche, vont commencer à se dire mais attends, mais je pensais qu'ils étaient plus radicaux que ça, les filles, et commencer à aller vers des partis peut-être un peu plus radicaux. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais je sais pas, hein. Moi, je les connais depuis longtemps, ceux-là. Et puis moi, je viens du communisme révolutionnaire à la base. Donc du coup, moi, je suis en mode, ça m'étonne pas. Genre. Mais après, il y a des gens qui sont en mode, ah ouais, je sais pas, à voir. Attention sur le quoi. Peut-être les gens qui l'ont découvert en 2022 et qui l'ont connu que entre 2022 et 2027. Je sais pas, il y en a, ils vont se dire, mais attends, ils mettent l'eau dans son vin. Je croyais qu'ils mettaient pas d'eau dans son vin et que c'est pour ça qu'on l'aimait. À voir. C'est pas impossible que ça arrive. Après, je pense que l'écrasante majorité des gens ont l'intelligence suffisante, évidemment, pour prendre les choses comme elles sont et se dire, bah oui, de toute façon, Mélenchon, c'est pas le grand soir. C'est un politicien. Genre, il est pas parfait, évidemment, et c'est que la France insoumise. Moi, j'en veux plus. Mais on soutient par pragmatisme. Je pense que l'écrasante majorité des gens sont comme ça dans tous les cas. Mais je sais pas, hein, qu'il y ait une espèce de désillusion de certains insoumis, si je dis ça avec tendresse, ça m'étonnerait pas totalement. Voilà. Rôle économique. Voyez-vous, quand vous vous occupez d'un milieu vivant, un écosystème... Mais après, je suis d'accord que dans le contexte de l'élection de la Ve République, de toute façon, tout collectiviser, ça n'a pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Je veux dire, c'est pas la voie pour ça. À ce moment-là, il faut être communiste révolutionnaire. Et donc, effectivement, tout ça, c'est un compromis entre on va dire le point d'arrivée qu'on souhaite, c'est-à-dire une société débarrassée des oppressions, de l'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Le socialisme avec un gros S, le socialisme réel,
Et là, ce qu'on peut faire peut-être maintenant via déjà les institutions de la Ve République, quoi. Et LFI, Mélenchon, en plus Mélenchon c'est un ancien trotskiste, etc. Il a fait cet arbitrage et là il en vient là-dessus, quoi. Mais dans tous les cas, ouais, ils veulent réguler mieux le capitalisme pour créer des meilleures conditions d'existence pour les travailleurs. Ils veulent pas l'abolir. Dans tous les cas, il y a rien de nouveau là-dessus. Hein. Avec une rivière, s'il y a des écrevisses dans la rivière, c'est qu'elle est bien. Actuellement, Ribot dans la sauce, je trouve que c'est problématique de dire communisme révolutionnaire, parce que ça impliquerait que le communisme ne serait pas révolutionnaire par nature, ce qu'une vision trotskiste et donc fausse du communisme. Je dis ça pour faire mon coco casse-couille semi-premier degré. Non mais oui, mais je dis ça parce que le PCF existe, voilà. Historiquement en France, il y a eu un parti communiste réformiste, et quand on dit les communistes, pour des raisons historiques, on peut aussi parler du PCF qui, eux, sont communistes réformistes, vous voyez. Donc quand je parle des communistes révolutionnaires, en France, je parle de tout ce qui est à gauche de LFI, en gros, je parle du NPA, de Révolution Permanente et de lutte ouvrière, qui eux sont en mode on ne prend même pas part aux institutions, sauf pour peut-être avoir de la visibilité, et let's go, quoi. Voilà. S'il n'y en a plus, c'est que c'est mort. Eh bien, le coiffeur, c'est pareil. Si le coiffeur est là, c'est qu'il y a de la consommation populaire, au point qu'on ne demande pas à sa copine ou à son copain de couper les cheveux. D'accord ? Et s'il n'y a plus de sous, on demande à la copine ou au copain de te couper les cheveux. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Par conséquent, le coiffeur... C'est vrai. Le fait que les coiffeurs existent autant en France, c'est déjà la marque, peut-être, une certaine, comment dire... Merde, c'est quoi le mot ? Le contraire de pénurie. Une certaine abondance. Sans ça, on ne dépensait pas de l'argent pour se faire couper les cheveux. On se fait boule à Z et puis basta, quoi. Effectivement. Et en quelque sorte, le symptôme de comment ça se passe. Alors, j'en viens à eux. Effectivement. Du coup... Est-ce qu'on a vraiment besoin de collectiviser les coiffeurs ? C'est pas essentiel, quelque part. Il y aurait besoin d'un service public de la coupe de cheveux. Bon, au pire, on se démerde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ça pourrait être un critère pour dire est-ce que ça, on peut le laisser dans une forme de marché ou est-ce que ça, on le sort du marché ? Je disais ça aussi, j'avais ma théorie de. Enfin, théorie, mais j'aimerais bien que quelqu'un, un vrai économiste, utilise ce terme. Je pense qu'il a une certaine puissance de parler de fonctions régaliennes du marché. Parce que les fonctions régaliennes de l'État, la vraie définition, c'est les fonctions qu'on ne peut pas sortir de l'État. On ne peut pas les mettre. On ne peut pas faire du bénéfice dessus, on ne peut pas confier ça à des intérêts privés, par essence. Et donc c'est la justice. La justice, ça doit faire partie de l'État, contrôlée démocratiquement, ça ne peut pas être une justice privée. L'armée, c'est contrôlé par l'État démocratiquement. Une armée privée, ça s'appelle une milice, et c'est pas une armée du coup. Et pareil pour la police, quoi. Vous voyez ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. Les fonctions, on ne peut pas les enlever de l'État de toute manière. Et donc beaucoup d'ultralibéraux sont en mode, on veut réduire l'État à ses fonctions régaliennes, qui se servent que de ce qu'il est obligé de faire, et tout le reste, c'est le marché. Et ça, c'est une forme d'ultralibéralisme. Vouloir l'État minimal réduit à ses fonctions régaliennes. Et donc, on pourrait imaginer les fonctions régaliennes du marché, c'est le contraire. Quels sont les trucs où on n'a pas besoin de les collectiviser, pour le coup ? C'est pas utile de les collectiviser, c'est pas utile de le sortir du marché, et même peut-être, le marché peut être pas déconnant d'avoir un marché pour cette activité économique-là. Et donc ça, on appellerait ça les fonctions régaliennes du marché. Et là où les ultralibéraux, ils disent pas juste abolition de l'État, il n'y a plus rien. Ils disent l'État réduit à son minimum. On pourrait avoir un discours qui serait communiste, mais un peu aseptisé, en disant on réduit le marché à ses fonctions minimum. Et donc on appelle ça les fonctions régaliennes du marché. Et ça me fait un peu penser à ça, ce qu'il dit, quoi. Effectivement, il y a des trucs. Est-ce que c'est vraiment utile de les collectiviser ? Est-ce qu'on peut pas laisser un marché là-dessus ? Est-ce que ça va vraiment être néfaste en soi, s'il est régulé bien sûr ce marché ? Les coiffeurs, ça peut être un exemple. Est-ce qu'il y a besoin de socialiser la coiffure en France ? Pas forcément. Du coup, fonction régalienne du marché. Vous voyez ? Si un économiste qui m'écoute et qui trouve ça un peu pertinent ce que je suis en train de dire, et que le terme fonction régalienne du marché, ça paraît être un peu... Il y a un truc à creuser, dites-le moi s'il y a des économistes dans le chat, ça m'intéresse. Ça fait longtemps que j'ai pensé à ça et je me suis dit, pour écrire un bouquin là-dessus. Si j'étais économiste, j'écrirais un bouquin là-dessus. J'aurais inventé mon propre concept de fonction régalienne du marché, mais je suis pas économiste. Puisqu'on ne peut pas les contraindre, pas parce qu'on ne saurait pas le faire, on saurait le faire. Mais ce serait inutile. Ça ne fonctionne pas, on a déjà vu, donc on va pas recommencer. Non, le néolibéralisme, c'est pas la privatisation totale. Le néolibéralisme, la grande caractéristique du néolibéralisme, c'est que l'État et la dépense publique, au lieu que la dépense publique, le modèle de l'État-providence, là, donc la sécurité sociale, beaucoup de services publics mis en place après la Seconde Guerre mondiale, etc., c'est pas néolibéral. Néolibéral, c'est OK, t'as un État qui a une place centrale économiquement, mais au service des entreprises et au service du coup des profits de la bourgeoisie, quoi. Et en gros, il refourgue les caisses des entreprises, l'État, le contribuable directement, pour que la classe capitaliste puisse continuer à engranger des profits et les améliorer. Là où tendanciellement, ils auraient plutôt tendance à baisser les profits. Ça, c'est une caractéristique du coup du néolibéralisme. C'est la caractéristique principale. C'est l'État au service du marché. Là où l'ultralibéralisme, justement, c'est on privatise tout, l'État est minimal. L'ultralibéralisme est le moins d'État possible pour que le marché soit libre le plus possible. Et le néolibéralisme, c'est l'État au service du marché, via l'argent du contribuable. Voilà. Mais oui, en tout cas, fonctionne R, ouais. Effectivement.
Si on devait socialiser les coiffeurs, Fonctionne Air, ça serait excellent comme nom de salon. Collectif. Collectif et Fonctionne Air. Et Solide Air. Incroyable. Il s'agit donc de faire en sorte qu'on ait un terrain d'accord où va se bâtir le compromis social. Mais le terrain d'accord, c'est pas un papier idéologique. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on fait? Vous dites, ah, ça, c'est une bonne idée. Et puis ça va. Mais dans cette bonne idée, le problème, c'est qu'il faut que le grand patronat lâche prise. Parce que vous ne pouvez pas dire ici, même ici, vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire, oui, c'est eux qui nous... D'accord, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le rapport de force. Mais vous n'avez pas le rapport de force, nous on comprend ça. Hein, on a été syndicalistes pour pas mal d'entre nous, on sait ce que c'est un rapport de force. La vie, c'est un rapport de force. On fait semblant que ce n'est pas vrai, mais si. Donc, il n'y a qu'une solution, la question clé, c'est la démocratie. Comme toujours. Comme toujours. C'est tellement stand-upper. Hein. Il y a ce côté, en plus, les petits patrons, ils sont en mode genre... Enfin, pour moi, il y a quand même ce truc de la diabolisation. Hein. Il y a quand même ce truc de la diabolisation, c'est un fait avéré, tout le monde le voit. Genre, le niveau de diabolisation de Mélenchon et de la France insoumise, mais c'est abusé de chez abusé, quoi. Et pour moi, il y a quand même... Après, il y a la stratégie de en mode, on est diabolisé, donc autant y aller tête baissée, on s'en bat les couilles qu'ils aillent se faire foutre, de toute façon, on sera toujours diabolisé. Mais je veux dire, pour moi, si le but de Mélenchon et de LFI, je pense que c'est le but de Mélenchon et de LFI, premier degré, c'est de gagner la présidentielle, à un moment donné, il faut réfléchir à ça et juste faire bloc pendant la présidentielle, uniquement. Je suis pas sûr que ça soit... Il faut tenter de vrai la dédiabolisation. Regardez le RN, c'est ce qu'ils ont fait pendant 15 ans, ça a un peu marché pour eux quand même. Alors après, la montée de l'extrême droite, c'est dans tous les pays occidentaux, c'est pas juste l'œuvre du RN. Mais quand même, quoi. Et je veux dire, il y a des cadres où Mélenchon, il est trop fort pour se dédiaboliser. Et ça, c'est un bon cadre pour sa dédiabolisation. La vraie question, c'est qu'il faut des espaces propices à une vraie dédiabolisation de Jean-Luc Mélenchon. On peut l'écouter sur le fond, sur les idées, voir que c'est pas le zinzin, couteau aux lèvres, bolchevique, antisémite que les médias nous vendent, quoi. Et ça se fait pas sur le plateau d'Apolline de Malherbe, ça se fait pas sur le plateau de BFM TV, ça se fait pas sur le plateau de je sais pas quoi. Vous voyez? Donc comment trouver ces espaces où il peut y avoir un dialogue, qui ne soit pas juste des espaces où il n'y a que la gauche dedans, qui puisse être propice à une forme de normalisation et de dédiabolisation nécessaire de Méluche et de LFI à travers Méluche et des idées de gauche à travers LFI. Et bien la présidentielle, justement, c'est un moment quand même où il y a des vrais débats de fond, parce que c'est le jeu. Quand la présidentielle commence, c'est pas juste du pointage du doigt. Les questions que posent les journalistes, c'est parlons du programme parce que c'est la présidentielle. Et donc justement, c'est tout à fait propice à une forme de dédiabolisation et normalisation, la présidentielle. Mais il faut commencer dès maintenant, et c'est pas la première fois qu'il met des vidéos où il est là, dans des cadres qui sont pas des cadres télévisuels, mais où il peut parler avec des patrons, il peut parler avec des gens qui sont pas des LFistes. Et en fait, quand c'est dans un cadre convenable, eh ben il est fort et il est charmant. Il est charmant. Et pourquoi je dis charmant, c'est pas au hasard, c'est parce que dédiabolisation, quoi. Voilà. Et à tous les plans. Par conséquent... Moi, ça me fait plaisir de voir Méluche comme ça, alors, parce que ça fait des années qu'on voit les plateaux télé, quoi. À quel point ça chie sur la gauche. C'est d'une violence. Donc, juste voir Papy Méluche, la force tranquille. Alors, parle de Papy Méluche, on va nous voler le concept. Parfait. Parler de voir Papy Méluche, la force tranquille, parler tranquillement et charmer, de mettre le sourire aux lèvres au petit patronat en étant convaincant sur le fond en même temps. Il y a un côté où je me dis, ça me fait du bien de voir ça. Vraiment, ça me fait du bien. Oui, Papy Méluche. C'est comment il s'appelle? C'est Pépé Morico, c'est ça le nom dont tu me parlais là? Redis-moi, Nibaku, je suis claqué au sol en Amérique du Sud, je me souviens plus. C'est quel pays? C'était le Pérou? C'est ça, c'était le président péruvien? Morica, c'est ça. Pepe Morica. C'est le président du Pérou, c'est bien ça? Et lui, c'était vraiment ça, le papy, quoi. Le papy tout mignon. Uruguay, pardon, c'est Uruguay, je me suis trompé. En Uruguay. Et lui, c'était vraiment ça, c'est en mode le papy un peu mignon, rassurant, c'est un gros gauchiste, quoi. Voilà. C'est bien ça. On est arrivé. Donc, du coup, ouais. Papy Méluche. Pour moi, c'est ça. Hein. La clé vers une campagne réussite, c'est il faut qu'il soit en mode Papy Méluche, quoi. Papy Méluche, le vieux sage rassurant. Grande gueule, quand même. Un peu ronchon. Mais charmant, républicain et sage, quoi. Voilà. Pour moi, c'est la clé. Je suis loin d'être le seul à penser ça, mais bon. 10 ans, on va changer. Ouais, ça rend un guérillero, c'est ça. Patronale. Mais comment faire? Par quel bout attraper ça? Ils vont tous nous accueillir avec des lance-flammes. On va pas faire comme ça. Là-dessus, oui, le gars, c'était pas un tendre, mais au final, une fois qu'il était au pouvoir, c'était Papy, quoi. Alors c'est un ancien guérillero. Donc justement, si lui il a pu le faire, Mélenchon qui finit en Papy Mélenchon, le papy un peu ronchon mais tendre. Je suis désolé, ça ferait trop un bon président de la France, je suis désolé. Idée politique mise à part. Le papy un peu ronchon, président des Français, il n'y a rien de plus français qu'être un papy un peu ronchon, non? Vraiment.
En termes de personnage, genre, il est tellement présidentiable, je suis désolé. Quand tu veux être un peu honnêtement, genre, ce que c'est que la France, Mélenchon ferait un très bon président de la France en termes de persona, même pas en termes d'idées. Travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on lit tout ce qu'ils écrivent. Ils ont Et je écrit veux des dire, pas. en présidentielle, la communication politique, l'image, tout ça, ça compte quand même beaucoup. Ça compte quand même beaucoup. Et quand je dis ça, c'est pas se dédiaboliser en mettant de l'eau dans son vin sur ses idées. Mais en termes de communication politique, de comment il se présente, de posture, etc. Bon, après, il y a aussi les idées, parce qu'il parle au petit patronat, etc. Quoi. Mais vous voyez. Oui, papy Ronchon anti-allemand, la France, finalement. Exactement. Exactement. Mais la communication, ça compte quand même beaucoup en présidentielle. D'ailleurs, un truc qui trompe pas, c'est que, bon, après, c'est parce que c'est notre société grossophobe, etc. Quoi. Mais genre, quand t'es en surpoids et que t'es candidat à la présidentielle, tu fais un régime. C'est le cas pour à peu près tous les candidats à la présidentielle. Benoît Hamon, quand c'était la fin de la présidentielle, en plus, il était même pas tant en surpoids que ça, je sais pas. Mais il faisait gaffe à ce qu'il bouffait pendant la présidentielle. Et quand il a fait ses 6%, Benoît Hamon, il a fait son tweet légendaire en mode genre, je peux enfin me grailler un bon kebab. Et Hollande, il avait fait un maxi régime, parce qu'il était vraiment en surpoids pour le coup, Hollande. Et du coup, il avait fondu de fou exprès pour la présidentielle. Donc ça montre bien quand même que l'image, ça compte énormément. Et même Macron. Macron, c'est aussi sur son image. Son côté, je se présente bien, je serai un président à la hauteur pour la France. Son côté un peu noble, vous voyez. Donc en vrai, c'est évidemment, cela pas prendre le pas sur tout le reste, mais c'est quand même très important. Donc voilà, hein. La strate Papy-Méluche, ça peut vraiment participer à une forme de dédiabolisation pour de vrai, quoi. Voilà. Sur le travail, tout ça là-bas chez vous là. Bon, il y a des choses où on voit où on peut parler la même langue. C'est pour ça que si souvent c'est une affaire de vocabulaire et de refus pour nous qu'on nous attribue des positions qui ne sont pas les nôtres. Comment il faut qu'on dise que notre intention n'est pas de collectiviser les coiffeurs? Comment faut qu'on le dise pour qu'on arrête de dire Bah là, c'est bien dit en vrai. Hein. Bon, pourquoi? Parce que quand ils ont des coiffeurs, il est nickel. Hein. Sont à nous combattre avec des caricatures, c'est qu'ils ne savent plus quoi faire d'autre. Alors en ce moment, on a plutôt des garanties dans ce domaine. Hein. Faut dire que tout leur truc s'écroule, et pas eux, hein, je dis pas ça pour eux. Mais mettez-vous à la place d'un néolibéral qui y a cru. Genre un jeune des années 90 qui pensait qu'il allait être milliardaire, comme disait M. Macron, et qui, avec ses petits cheveux gominés, comptait être trader. Bon, alors, tout est par terre. Le néolibéralisme, il est par terre. L'autre a mis des droits de douane. Moi, je veux collectiviser les coiffeurs. Bah, dans l'idée phase finale du communisme, moi, je suis communiste. Donc oui, moi, qu'il n'y ait plus du tout d'économie de marché, qu'il n'y ait plus de logique de bénéfice derrière quoi que ce soit, effectivement, on pourrait même imaginer qu'à un moment donné, c'est que des coiffeurs solidaires et tout. Moi, je suis pour aussi dans l'absolu, mais on parle de l'élection présidentielle dans la 5e République française en 2027 et du candidat Jean-Luc Mélenchon d'un parti qui est quand même un parti réformiste et électoral. Donc voilà, genre, il y a un arbitrage qui est fait. Rien ne fonctionne. Et en plus, vous êtes passé par ça, du coup, c'est ça? Ben, pas forcément, mais à ce moment-là, ne soutenez pas Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez pas passer par là et que vous voulez juste tout collectiviser directement, rejoignez Révolution Permanente, Lutte ouvrière ou le NPA, c'est beaucoup plus leur ligne. Le NPA révolutionnaire, en tout cas. Il y a tout un tas de gens, et moi, dans ma formation politique, ils ont été hyper centraux. C'était Lutte ouvrière, moi, en l'occurrence. Et que Lutte ouvrière, moi, j'ai débattu pendant 2 ans avec ce gars, mon ami de Lutte ouvrière, que je vois plus trop maintenant. Et c'était vraiment ça, c'était en mode genre, mais Mélenchon, c'est reculé. Lui, ce qu'il disait, et il disait ça, pas par anti-mélenchonisme primaire. Hein. En plus, il avait commencé au parti de gauche, à l'ancienne, à la toute base. Il était en mode genre, juste voter pour Mélenchon, même s'il présente un programme, etc., qui peut être séduisant et tout. Il était en mode, il était pas complètement con, il était en mode Mélenchon, oui, il y a des côtés où il porte une parole, médiatiquement, ça fait quand même du bien de l'avoir. Voilà, il y avait des moments où il était même presque en soutien critique. Il était en mode, par contre, voter Mélenchon, c'est reculer pour mieux sauter. S'il gagne, il va rien se passer, le cœur du problème sera pas résolu, les gens vont juste être déçus de fou, et c'est l'extrême droite qui bouffera le résultat de tout ça, quoi. Et c'est une position qui se tient totalement, mais c'est une position révolutionnaire pour le coup. Et à ce moment-là, faut pas en attendre quoi que ce soit de Mélenchon. Alors si on est vraiment insoumis au sens propre, bah ouais, il faut être là. Alors après, on peut être dans une position, moi j'aimerais le communisme, mais j'ai un côté, on peut ne pas fermer la porte révolutionnaire tout en disant dans la période, même si c'est imparfait d'une certaine manière, puisque c'est un compromis. C'est un compromis entre le résultat final qu'on veut, c'est-à-dire le socialisme avec un grand S, collectivisé, une économie intégralement socialisée, et le monde dans lequel on vit. Il y a un arbitrage qui est fait, un compromis. Pas une compromission, plus un compromis. Certains l'appelleraient compromission, que Mélenchon fait, quoi. Voilà. Ils sont dans un pays catastrophe. Mais moi, c'est ça. Moi, j'aimerais que ça aille plus loin que juste ces idées-là. Mais là, vu le contexte, bon, bah, je soutiens Mélenchon et je suis enthousiasmé par le truc. C'est pas juste soutien, je suis enthousiasmé pour de vrai, quoi. Mais à côté de ça, voilà, j'essaie de tout le temps garder une petite voix autour de moi qui dit attention, c'est quand même pas la révolution, ça, n'oublie pas. Sinon, à un moment, je vais m'endormir avec mes vieux jours, vous voyez. Incroyable, la seule gauche radicale de toute la planète qui passe les 20% et qui pourrait prendre par les voies démocratiques et tranquilles la direction du pays. Alors on comprend que ça passe de la déprime dans certains milieux. Révolution permanente, NPA, ça marche pas, frère. Pourquoi je milite à la FI, à ton avis? Parce que c'est un meilleur, on va dire, comment dire,
outil de transport pour nos idées malgré tout, quoi. Je veux dire, le projet de LFI, enfin là, ce que tu disais, collectiviser les coiffeurs, ça c'est plus le projet des communistes révolutionnaires. Mais après, on se dit, bon, bah, on se sent tellement impuissant. Et avec Jean-Luc Mélenchon et LFI, avec l'élection de la 5ème République, on se dit, bon, voilà, il y a peut-être une porte qui est plus facile à prendre, quoi. Voilà, donc c'est une question de pragmatisme et d'arbitrage. Mais là-dessus, on est à peu près tous d'accord sur le chat, quoi. Et je pense que Mélenchon est d'accord avec ça d'ailleurs. Et que pour en finir plus vite. Ah merde, j'ai loupé une blague. Prendre par les voies démocratiques et tranquilles la direction du pays. Alors on comprend que ça passe de la déprime dans certains milieux. Ah bah voilà. Et que pour en finir plus vite, il m'habille avec toutes sortes d'oripeaux qui ne sont pas les miens. Donc la réponse, c'est la démocratie. Si on change les règles de la représentativité, à ce moment-là, tout change pour nous. Pour nous gouvernants. Pour nous gouvernants. Parce que le moment où il va falloir arbitrer entre l'intérêt de l'un et de l'autre, il est crucial. Mais pour que ça marche, cet arbitrage, il faut qu'il soit porté par une volonté populaire, là, celle des gens qui sont concernés. Je ne le dis pas que pour vous, je le dis pour nous aussi. La grande leçon à retirer pour la gauche de l'année 1981, c'est ça. 1981, c'est quand Mitterrand a été élu. Voilà. Et donc, en 80, la première année de son mandat, ça a nationalisé les banques et tout. C'était quand même un peu. C'était bien de gauche quand même. Hein. Et après, très vite, souvent on parle du tournant de la rigueur en 83. En réalité, ça avait commencé déjà un peu avant. Finalement, il s'est rallié à l'économie de marché globalement, etc. Alors après, Mitterrand, c'était dans un contexte particulier, qui était le contexte du début de l'effondrement de l'URSS. On va dire l'idéal communiste représenté par l'Union soviétique commençait un peu à. Vous voyez ? Parce que la révélation au plus grand nombre des crimes staliniens, etc., etc. Et il y avait Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis, qui préparait ce fameux grand tournant néolibéral, quoi. C'était les années victorieuses du capitalisme triomphant, avec un peu l'effondrement de l'idéal socialiste, l'idéal communiste. Et donc, du coup, c'est dans ce contexte-là qu'il a fait le tournant de la rigueur, Mitterrand, quoi. Et à un moment donné, pareil, il a arbitré, il s'est dit, bon, je vais me rallier un peu à l'économie de marché, parce que c'était aussi un peu dans l'air du temps, quoi. Voilà. Quel crime! Oh, c'est bon, on dit pas quoi. Sale stalle de merde, va. Qu'est-ce que je voulais dire? Touch Air, oui, tout à fait. Voilà, si on socialise les coiffeurs, ça s'appellera pas Touch Air. Mais c'est pour ça. Si on estime, parce qu'il y a des gens qui. Moi, on m'a beaucoup dit ça, justement, à l'époque de Lutte ouvrière. Ils étaient en mode, mais regarde Mitterrand, il voulait faire une voie vers le socialisme par réforme. Il a trahi instantanément, etc., etc. Mais moi, je pense sincèrement que Mélenchon, le contexte historique est tellement différent de fou. Justement, c'est la fin de l'hégémonie néolibérale qui a commencé à s'effriter à partir de la crise des subprimes de 2008. On vient à un moment de crise majeure. Et l'idéal capitaliste, il commence un peu à se casser la gueule auprès de beaucoup, quand même, en réalité. Beaucoup plus que dans les années 80. Où là, on se disait, voilà, ça théorisait la fin de l'histoire, etc., etc. Donc, je veux dire, le contexte historique est tellement différent que je pense que Mélenchon, si jamais il est élu, n'est pas voué à faire une Mitterrand, pour le coup. Voilà. Ils étaient tous persuadés qu'il y aurait une mobilisation sociale de première grandeur. Moi, j'avais tout juste 30 ans et j'étais le chef du Parti socialiste. Personne contendant un bannissement, surveillance, possiblement un bannissement. Bonjour à tous, je vois que plus le temps passe, plus Mélenchon, écrit avec un A, accepte le terme de GR, grand remplacement, ne vais pas te faire censurer. Avant, il le niait fermement. Aujourd'hui, il a fini par l'admettre, même avec un ton moqueur. Zemmour avait bel et bien raison. Mais alors, t'es con, parce que quand il a dit ça dans son discours, il a pas le grand remplacement ironiquement pour dire le vrai grand remplacement, c'est le remplacement générationnel. Les jeunes prennent la place des vieux et ainsi évolue la société. Donc t'es con, en fait. T'es con et en plus, tu contournes possiblement un bannissement selon Twitch. Ouvre un VPN avant de recréer un compte parce que tu t'es fait ban. Je suis trop fait ban. Allez hop là. Socialiste dans mon département, j'étais prêt à organiser la mobilisation populaire. Rien du tout. Rien de chez rien. Et donc, rien ne s'est passé. Ils doivent retarder leur capacité de compréhension JPP. Mais encore une fois, franchement, si t'as un QI à 3 chiffres, tu es interdit de faire partie de l'extrême droite. Interdit. Comme prévu. Eh bien là, c'est pareil. Soit on va au choc. Et qu'est-ce qui va sortir d'un choc pareil? Soit on va à la discussion. La discussion, pour ça suppose qu'il soit en situation de représentativité. Pardon d'avoir été un peu insistant, je vais résumer en disant que si on met de la démocratie dans la représentation patronale, la situation sera meilleure pour le pays, pour la démocratie et pour la production en France que si on continue avec les monopoles actuels. Ok, donc dans les trucs de syndicats patronaux, de représentation patronale, il veut donner plus de poids aux petits patrons, aux patrons de TPE, PME, représentés ici par leur syndicat, je ne sais plus comment ils s'appellent, et moins aux grands patronats. Donc l'idée, ça me paraît plutôt ok. Après, la vraie question, c'est est-ce que dans ce contexte-là, avec plus de représentativité, le petit patronat, en syndicat, sachant que c'est les TPE, PME, il y a aussi les moyennes entreprises, ils vont se comporter très différemment dans les mesures qu'ils réclament et dans ce qu'ils veulent que le patronat actuel.
Ça, c'est pas dit, hein. C'est pas forcément dit, pour le coup. Là-dessus, sur le papier, c'est une bonne idée, mais peut-être que les effets seront au final pas si géniaux que ça, quoi. Ça n'est pas faire injure à ceux qui dominent actuellement cette situation. Et j'entends parfaitement leurs arguments quand ils disent, bah quand même, vous allez promettre le gars là, de la CAPEB, ok, il va mettre... non mais attendez, on a besoin du gars de la CAPEB parce que pour l'instant, dans ce pays, on s'est encore posé une ligne électrique entre le compteur et puis chaque appareil, d'accord, et on sait le mettre tout droit et sans que ça casse. Bon, non mais j'ai connu des pays où personne ne sait le faire. Je connais des endroits où on installe une clim et quand elle est en panne, il n'y a personne pour la Je sais pas ce que réparer. c'est la CAPEB non plus. Donc on la prend, on la fout au fleuve. Hein, voilà, ça existe tout ça. Chez nous. Hein. C'est le cas en Guyane. Les clims, il en faut partout. Et puis, il va en falloir de plus en plus vu qu'il fait chaud. Donc, cette question de la démocratie, pour nous, elle a été Quelqu'un sait ce que c'est que la CAPEB? un point un point central. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à ce que ça se règle ici. Parce que, finalement, on prend la règle. C'est lui qui l'a proposé, la règle. On ne va pas en inventer une autre. Si elle lui convient, ça nous convient aussi. C'est pas nous. Mais quand même, quand il nous dit ce qu'il nous dit, il n'y a pas que... Okay, c'est la Confédération des artisans du BTP. Ok, artisans dedans, donc pareil, ouais, c'est pour les petits, quoi. Il y a ceux... C'est comme un syndicat de petits patrons et d'artisans. Artisans, parfois, c'est vraiment... Parfois, les artisans, c'est juste des auto-entrepreneurs. Hein. Parfois, ils n'ont même pas de salariés. Ils ont quand même un outil de production. Ils ont leur camionnette, leur machine et tout. Ils sont à leur compte. Parfois, c'est des mecs solos qui sont à leur compte. Et ils ont un vécu qui, parfois, dans leurs affects, ils sont en mode je paierai mon impôt, mais je serai plus riche. Donc, quand même, souvent, ils ont quand même des affects libéraux. Pas des affects, mais ils ont un rapport à leur appareil productif qui fait qu'ils peuvent être plus de droite économiquement que tout de même. Encore une fois, il faut le rappeler. Mais voilà, les artisans, parfois, c'est même pas le petit patronat. Parfois, c'est plus de l'entreprise individuelle, type auto-entrepreneur, quoi. La discussion oui, montrez le chat. Va continuer. C'est l'économie sociale et solidaire. C'est quand même 14%. Bon, et si demain, quand on va dire nous voulons installer des mines urbaines, les mines urbaines, c'est toutes les recycleries. On ne va pas leur demander à eux, ils ne les feront pas. Donc on va prendre ceux de l'économie sociale et solidaire et on leur dit, voilà, j'ai demandé, moi une fois, j'ai dit, il en faut une tous les combien? On m'a dit, tous les 20 km. Si vous ne mettez pas ça à côté de chaque endroit où sont les gens, ils ne feront pas plus de 20 bornes pour aller déposer ce qu'ils ont à déposer. Mais regardez bien, je prends cet exemple, tout à l'heure je vous ai parlé des jeans. Mais là c'est pareil, ça veut dire des machines pour traiter. Par exemple, il y a une machine qui trie les bouteilles de plastique d'après la couleur et l'épaisseur. C'est une machine qui fait ça. Bon, vous avez des machines pour repérer ce qui se trouve à l'intérieur d'une autre machine. Parce qu'il y a là des matériaux rares, il y a du ceci, il y a du cela, qu'on peut récupérer tout ça. Donc, créer une grande mine urbaine, ça, l'économie sociale et solidaire, c'est le faire. Ok, une grande mine urbaine. Donc, en gros, c'est un truc de recyclerie, quoi. Recycler à balle pour pouvoir récupérer tous les éléments intéressants et les réutiliser, quoi. Ok, mais ça, Jean-Luc Mélenchon, t'es un peu naïf. Tu crois que les constructeurs qui font l'obsolescence programmée de cons, ils ont un intérêt à ce qu'on répare les choses et qu'on récupère? Ils veulent qu'on jette et qu'on rachète? J'imagine qu'il est au courant. Et ça, c'est toujours le problème. C'est toujours le problème qu'on veut faire une politique de gauche dans un pays qui s'inscrit dans le capitalisme financiarisé, mondialisé, tout ce que vous voulez. Bah ouais, à un moment donné, s'il fait son programme, il va juste avoir une opposition du camp du capital parce que ça va aller à l'encontre de leurs intérêts, quoi. Donc essayer de se mettre les petits patrons dans la poche pour mieux lutter contre les gros qui ont un vrai intérêt, parce que c'est des multinationales qui vendent des gros appareils comme ça, à nous refourguer de la merde en boucle. Pourquoi pas, ouais, ok. Ils le font. Et c'est un moyen aussi de ramener dans le travail les personnes qui souvent ont été le plus détruites par la situation précédente et qui vont retrouver là un cadre. Voilà. Donc, voilà toutes sortes de compromis de cette Les pressions aussi à faire annuler un projet de ressourcerie près de chez ma mère. Bon, bah voilà. C'est ce que je disais. Hein. Nature qu'on peut faire avec eux. On sait aussi la part qui nous reviendra à nous. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, elle est subventionnée. Bon, dans le plan, c'était ça la question à trouver. C'est comment on paye. Moi, je vous ai posé tout à l'heure la question sur la retraite. Vous avez été très fort pour expliquer pourquoi notre truc ne marche pas, mais vous n'avez pas proposé autre chose. Pourquoi? Parce que ce que vous avez d'autre à proposer, pas vous, monsieur, je ne connais pas votre position. Mais la retraite à points et tout ça, ce machin ne marche pas. Ça ne marche que dans l'imaginaire de gens qui se figurent que l'argent voyage dans le temps. Qu'on creuse un trou, on met ses sous, puis quand on revient, quand on est à la retraite, il a fait des petits. Mais ça n'existe pas. Si, ça existe sur le marché financier. En fait, avec un taux de 2% par an, si on met 10 € pour sa retraite quand on a 20 ans, on est milliardaire à 65 ans. Et en France, on refuse de le faire. Ça marche hyper bien aux États-Unis.
Voilà, un vrai argument de droitard. Ils disent vraiment ça, comme si voilà, les marchés financiers étaient voués à ne jamais traverser une crise sur la durée de toute une vie de travail, donc 40 ans, quoi. Voilà. Tous les systèmes de retraite sont par répartition, tous, sans exception. Mais on répartit différemment. Moi, je vous ai déjà dit Ok. 100 fois. Si vous voulez faire un système par point, quand vous direz à quelqu'un comment ça va, c'est pas pour savoir si ça va bien, c'est en espérant que ça aille mal. Parce que moins, quand il y en a dans une génération, plus vos retraites seront bonnes. Je vous le présente à la blague, mais c'est quand même le fond de l'affaire. Donc, on n'a pas trouvé mieux. Il faut donc trouver le moyen d'avoir la population suffisante pour que ce système fonctionne. Vous avez dit quelque chose de juste tout à l'heure. Vous dites, si on remettait les exonérations à payer, ça serait des milliers de boîtes qui fermeraient. Ok, donc ça, on parle des fameuses politiques d'exonération de cotisations sociales mises en place de Nicolas Sarkozy, si je dis pas de bêtises, à la base que sur les très bas salaires, puis au final de plus en plus. Donc c'est des dispositifs qui permettent aux entreprises de payer moins de cotisations sociales que prévu, et donc du coup ça baisse le coût du travail. Au final, ils s'en servent surtout pour augmenter leurs bénéfices plutôt que pour créer de l'emploi, mais chut, ça les macronistes, ils aiment pas le dire. Et donc, c'est censé rendre plus compétitif, etc., etc. Mais le problème, c'est que du coup, les cotisations sociales, c'est ce qui finance la sécurité sociale, avec en majorité la retraite par répartition, pour ça qu'ils parlent de ça, mais aussi les soins. Et c'est surtout retraite par répartition et soins. Retraite par répartition, c'est la moitié du budget de la Sécu, c'est beaucoup d'argent. Mais normal, il y a beaucoup de retraités, et puis c'est normal, c'est pas un problème en soi, quoi. Et donc, ces exonérations de cotisations sociales aux entreprises, le patronat aime bien dire non mais attendez, nous c'est la galère. Si vous nous demandez de repayer à nouveau ces cotisations dont vous nous avez exonéré ces dernières années, on va devoir virer des gens parce qu'on n'a pas la trésorerie pour pouvoir les payer, on n'a pas les sous pour pouvoir le faire. Sauf que pour les multinationales, c'est faux parce qu'ils se font des dividendes records, ils se font des bénéfices comme ils s'en sont jamais fait, donc on sait très bien qu'ils pourraient les payer leurs cotisations et arrêter d'augmenter leurs bénéfices. Pour les petits patrons, pour les toutes petites boîtes, la question se peut se poser éventuellement. Des boîtes qui auraient été créées là ces 10 dernières années où il y avait déjà ces politiques d'exonération de cotisations sociales, qui du coup sont habitués à payer leurs employés avec ça, ils sont en flux tendu au niveau de la trésorerie, ils pourraient se retrouver un peu dans la merde. Mais le truc c'est que les grands patrons adorent se cacher derrière les petits patrons pour dire ça. Ils sont en mode genre, non mais attendez, si on arrête ces politiques d'exonération de cotisations sociales, ça va tuer des entreprises. À ce moment-là, tu demandes à ceux qui peuvent le faire de le faire, et ceux qui vraiment ne peuvent pas le faire, tu continues à les aider pour qu'ils puissent continuer à embaucher. Mais à ce moment-là, tu sépares effectivement le petit patron du grand patron. Et surtout, à ce moment-là, tu établis une conditionnalité à ces aides. Et ça, c'est une des grandes demandes de la gauche par rapport à toutes ces aides aux entreprises, ces exonérations de cotisations, qui ont été chiffrées à hauteur de 211 milliards à peu près de manque à gagner pour l'État, par la fameuse commission sénatoriale de Fabien Gay et tout là. Vous en avez entendu parler probablement. Et du coup, une des grandes demandes de la gauche, c'est sur ces aides-là, il faut une conditionnalité. C'est-à-dire que si tu as besoin de ces aides, on te les donne. Si tu n'en as pas besoin, on ne te les donne pas. Là, il n'y a aucune conditionnalité. Et ceux qui prennent la plus grosse part du gâteau, c'est le grand patronat, c'est les multinationales, tout en se cachant derrière les petits patrons qui, eux, devraient mettre les clés sous la porte. Et donc, à cet égard, eu égard à la politique fiscale de la nation depuis maintenant une quinzaine d'années, avoir un discours de séparer les petits patrons des grands patrons, pour le coup, ça me paraît très pertinent. Ce qu'il fallait pas faire, c'est fallait pas Quand je parle de fiscalité, on sent que j'ai taffé le sujet. Je suis carré, je trouve. Parce que ceux qui ont commencé, ils ont commencé pour acheter avec le fric des autres, c'est-à-dire des cotisants, la paix sociale dans un certain nombre de secteurs. D'accord ? Alors comme ils ont fait comme ça, alors au début c'était quelques professions. Et puis évidemment, après, c'est à la portée de tout le monde de faire ça, de récupérer en supprimant des cotisations sociales. Alors bon, tout allait bien, parce que ça fait un peu plus de ronds pour la boîte, pour le machin. Maintenant, trop tard. Mais il va falloir qu'on invente quand même quelque chose. Et je vais vous dire, j'entends quand vous dites, on ne peut pas prendre comme ça continuellement sur le travail, mais je vais vous dire, à la fin, vous prendrez bien quelque part. Et quoi que vous preniez, c'est du travail humain qui est derrière. On parle dans le micro, par contre, Jean-Luc. Jean-Luc. Si tu parlais dans ton micro, tu aurais pu gagner, Jean-Luc. Oh va te faire mettre. Voilà, c'est mon imitation de Daniel Cohn-Bendit. Elle est pas mal, celle-là. Du coup, j'entends rien ce qu'il dit. Attendez, je retourne en arrière. Enfin, vous prendrez bien quelque part. Et quoi que vous preniez, c'est du travail humain qui est derrière. Par conséquent, c'est juste le scratch de l'épaule. Question de savoir, dans la répartition des richesses, qui fait quoi et comment on calcule, parce qu'il faut calculer un peu juste. Alors je reconnais au MEDEF l'art aussi d'avoir des bons communicants. Il faut voir qu'au prix où ils les payent, ils peuvent. Hein. Bon, les impôts de production, c'est pas mal comme trouvaille, non ? Ça veut rien dire. Parce que qu'est-ce qui n'est pas un impôt de production ? Une assurance, c'est un impôt privé de production. Payer un impôt à l'État, c'est un impôt. Non, mais une assurance, c'est privé, donc c'est pas un impôt en fait. Hein. Quoi, je suis obligé d'assurer mon habitation ? C'est-à-dire que c'est vrai que ça, c'est un truc de fou comme avec les assurances. À quel point c'est un putain de scam, les assurances. C'est obligatoire. T'es obligé de souscrire
à une entreprise privée qui a une logique de bénéfice derrière et qui va servir de ton argent pour créer du bénéfice. T'es obligé. T'habites quelque part, t'es obligé d'avoir une assurance habitation. Ça passe pas par la Sécu, ça passe pas par la puissance publique. Du coup, dès que t'habites quelque part, même quand t'es propriétaire de ton logement, hein, parce que déjà, quand c'est locataire, de toute manière, oui, t'es obligé de filer un tiers de ton salaire à quelqu'un qui se fait de la thune avec. Donc ça, évidemment. Mais pour les assurances en particulier, t'habites quelque part, t'es obligé de payer une assurance habitation, c'est obligé légalement. Et du coup, c'est une forme d'impôt. Mais ça passe par une boîte privée, du coup, non, c'est pas un impôt. En tant que travailleur, c'est de l'argent que tu es obligé de payer. C'est de l'argent, tu as ton salaire et après, tu as une partie qui part dans les assurances, tu n'as pas le choix. Tu as une voiture, une maison, tu dois payer de l'argent des assurances, c'est obligatoire. De la même manière que payer des cotisations sociales, c'est obligatoire. Cotiser pour la retraite, c'est obligatoire, vous voyez. Et bah, cotiser, on n'appelle pas ça cotiser, mais payer une assurance pour sa caisse et son habitation, c'est tout aussi obligatoire. Mais c'est pas compté comme des impôts parce que c'est privé. Et j'aime bien, moi, quand Mélenchon il fait ça, justement. Quand il est en mode, mais on pourrait dire que c'est des impôts aussi. Simplement, ça passe pas par le public, ça passe par le privé, donc c'est bien. Donc pour vous, c'est une bonne chose. C'est complètement con. D'où l'assurance habitation et l'assurance auto, ça passe pas par la sécurité sociale. Alors, parce que tous les travailleurs n'ont pas de voiture, mais déjà tous les travailleurs ont une habitation, a priori, non? Non, pas forcément, hélas. Les travailleurs tellement précaires qui vivent à la rue. Mais vous voyez ce que je veux dire, mais pour imaginer un mécanisme où quand tu as une voiture, tu as un truc, la sécurité sociale de l'assurance auto, sans logique de bénéfice derrière, et logiquement, ça permettrait de rendre le truc plus égalitaire, réduire les coûts, parce qu'il n'y a pas de logique de bénéfice derrière. Voilà. De l'impôt, si vous y allez comme ça. Mais du point de vue du travailleur, que tu payes 50 balles par an, par mois, à une boîte privée pour qu'ils assurent ta caisse, ou que tu dois cotiser 50 € par mois à l'assurance maladie, je prends 50 € pour avoir la même valeur des deux côtés, ça revient exactement au même, c'est de l'argent que tu n'as pas dans ta poche. Donc pourquoi séparer les deux en tant que tel? D'un point de vue macroéconomique, ça sert à dire on a réduit la dépense publique, oh non, on a augmenté la dépense publique, mais du point de vue du travailleur, il n'y en a aucune différence. Et aucun travailleur va dire moi je préfère payer de ma poche à une boîte privée plutôt que par cotisation sociale. Les seuls qui disent ça, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui du coup cotisent plus à la Sécu que ce qu'ils récupèrent de la Sécu. Mais on les emmerde, voilà. C'est ça que nous, dans Vous le voulez débat, voulez pas être solidaire, bah allez vous faire foutre. on est si souvent pointilleux sur les mots. Vous nous avez trouvé un peu lourd, hein. Cotisation, prix, etc. Assurance de voiture, plus grand scam, tu te fais péter ta vie, tu dois payer une franchise et après tu payes l'assurance plus cher. C'est vraiment rentable, c'est n'importe quoi les assurances. Vraiment. Il y a des trucs, c'est de l'arnaque totale. Moi, une fois, je vais faire réparer mon pare-brise. Un impact sur mon pare-brise, bah, j'ai appelé Carglass littéralement, parce que j'étais pas assuré bris de vitre. Mon assurance ne le couvrait pas. Du coup, ils sont genre oui, du coup, faudra que pour votre assurance et tout. J'ai fait ah mais je suis pas assuré bris de vitre, ça coûte combien si je suis pas assuré? Et le mec a fait bah, faut que je la passe un coup de fil, je sais même pas combien ça coûte si c'est pas assuré. Et c'était genre, ah bah c'est 1500 € si c'est pas assuré. J'étais en mode quoi? Attendez. Et au final, j'étais à un petit garage à côté de chez moi, le mec il m'a changé mon pare-brise pour 100 balles. Et ça veut dire que quand c'est l'assurance qui paye, il paye ces prix-là à Carglass, qu'on profite pour surfacturer de fou parce que c'est l'assurance qui paye. Du coup, t'es obligé de payer tous les mois une assurance qui se fait du bif sur ta thune, et après Carglass, avec l'argent de cette assurance, récupère cet argent-là pour eux-mêmes se faire du bénéfice dessus. Non, c'était pas Olivier de Carglass, c'était un autre. C'est du scam. C'est un scam organisé. Organisé, vraiment. Et après, quand tu prends cette logique-là, tu te dis, mais attends, mais l'immobilier, c'est un scam organisé aussi. T'es obligé d'habiter quelque part, t'es obligé de payer un tiers de ton salaire à un propriétaire. C'est un scam aussi. Et quand tu vois la vision dans son ensemble, moi, genre, mais l'économie de marché, il y a des trucs, tu te fais scam, littéralement. Ça n'a aucun intérêt à part enrichir des boîtes privées, enrichir un patron que t'as jamais croisé de ta vie sur des besoins vitaux, quoi. Moi, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis communiste. C'est tout. C'est tout. Moi, je dis jamais émeute urbaine. Je sais pourtant très bien de quoi je parle. J'appelle ça révolte. Les mots ont C'est avec une ça qu'ils t'offrent des cadeaux. Ouais, voilà, parfois ils t'offrent un essuie-glace, du coup t'es content, quoi. importance pour désigner proprement ce qui se passe. Les prélèvements obligatoires, si vous voulez y mettre les cotisations sociales, amis, alors mettez-y les assurances privées, parce qu'elles sont obligatoires. Oui, c'est exactement ce que je disais. Merci, j'adore quand il parle comme ça. Parle-moi de fiscalité, Jean-Luc. J'adore. Elles sont obligatoires. Vous savez pourquoi j'aime bien quand il parle de fiscalité? Parce que effectivement, c'est pas un anticapitaliste à proprement parler. Les questions fiscales, quand t'es communiste, c'est secondaire en réalité, parce que le système que tu veux construire, l'économie elle est socialisée, il y a même plus vraiment de question de impôt, pas impôt ou quoi que ce soit. Et surtout, on va dire, il y a différents types d'impôts. Ça peut être l'impôt pour pouvoir lever une armée, par exemple, c'est de l'impôt. Mais l'impôt, quand c'est l'impôt, la redistribution via l'impôt, qui est un grand classique de la France, hein, c'est le principe de la social-démocratie, de la sécu et tout, réduire les inégalités par l'impôt, ça reste une mesure qui est corrective. Dans un monde communiste, il n'y aura plus de... L'idée même de redistribuer vers l'impôt, ça n'existe pas, parce que c'est redistribué à la base, parce que les appareils de production, les entreprises appartiennent aux travailleurs qui y travaillent. Vous voyez? Mais du coup, pour un réformard, comme Jean-Luc Mélenchon, je dis pas ça, c'est factuel, hein, qui n'est pas un communiste révolutionnaire, qui veut réguler le capitalisme, mais pas l'abattre,
Bon, peut-être qu'il veut l'abattre au fond de lui, mais en tout cas, c'est pas le projet de LFI, vous voyez. Parler de fiscalité, c'est très très adapté. Parce qu'effectivement, c'est pas un anticapitaliste au sens propre du terme. Et donc, il parle bien de fiscalité. Voilà, quand un SOSDEM honnête, comme Mélenchon, je veux dire SOSDEM, mais SOSDEM au sens noble du terme, du coup, c'est normal qu'il parle bien de fiscalité. C'est un outil SOSDEM au sens noble du terme qui est super, quoi. Voilà. Donc, j'aime bien quand Mélenchon parle de fiscalité. Alors mettez-y les assurances privées, parce qu'elles sont obligatoires. Oui. Elles sont obligatoires. Vous n'avez pas le choix de les payer ou pas. Donc mettez tout ça et vous verrez. Et puis après, comparez d'un pays à l'autre. Typiquement, on vous dit, imaginez, vous payez par mois, habitation plus voiture, je sais pas, je prends une somme au pif, vous payez 100 € d'assurance privée en tout par mois. Vous êtes obligé de payer, vous n'avez pas le choix. On vous dit, bon, on baisse ton salaire de 80 €, mais du coup, tu n'as plus à payer d'assurance privée. Tout le monde dit oui. Oh non, je gagne 80 € de moins. Bah ouais, mais tu n'as plus à payer 100 € par mois à une boîte privée. Donc c'est juste rentable, tu gagnes 20 €. Tu dis ça à un libéral, il explose, il ne comprend pas que ça peut être avantageux pour un travailleur de baisser son salaire net. Parce qu'il se dit, mais c'est privé, on fait ce qu'on veut avec notre argent quand c'est privé. Non, on fait pas ce qu'on veut. On fait pas ce qu'on veut. T'es obligé de payer des assurances. Voilà. Et ça, on peut généraliser un peu tout. Oh, tu gagnes beaucoup moins d'argent, mais t'as plus à payer ta bouffe. Oh, ton salaire, il baisse, mais t'as plus à payer de loyer. La plupart des travailleurs, si c'est rentable, ils disent, baissez mon salaire, dans tous les cas, j'ai un pouvoir d'achat à la fin qui est supérieur, quoi. Et ça, tu dis ça à des libéraux, ils sont en mode, mais vous êtes complètement fous, en fait. Le privé, c'est mieux que le public, vous êtes con ou quoi? Oui, mais le communisme, c'est communiste, exactement. Merci à Lachmi pour ton prime, merci beaucoup. De la France où quelqu'un peut être remboursé à 80% ou à 90%, avec un pays où ils sont remboursés à 40 ou à 50%, c'est une comparaison absurde. Mais tout est comme ça. Oui, regardez. Oui, comparer le système médical français au système américain, que n'importe qui vienne me voir droit dans les yeux et me dise, non, c'est mieux aux États-Unis. C'est évident. La sécurité sociale, ça marche. Après, il y a un truc avec la sécurité sociale, c'est que il y a un vrai truc, une vraie problématique avec la sécurité sociale, c'est le vieillissement de la population. Par rapport à quand on l'a mis en place, c'est vrai, il y a beaucoup moins de cotisants par rapport à ceux qui touchent par rapport aux vieux, quoi. Les retraités pour les retraites. Et les seniors, c'est eux qui sont le plus soignés aussi. Donc il y a vraiment peu de jeunes qui travaillent et qui cotisent. Il n'y a pas que ceux qui travaillent qui cotisent, parce qu'il y a la CSG aussi, mais bref. Peu de gens qui cotisent par rapport aux gens qui profitent des cotisations. Et ce déséquilibre des âges fait que ça crée des problématiques de financement pour de vrai. Mais en tournant les potards et en ajustant ça bien, en se disant que tout ça est temporaire et qu'à un moment donné, ça devrait un peu se lisser aussi la pyramide des âges, on devrait pouvoir y arriver. C'est pas un souci. Ou à ce moment-là, t'ouvres grand les vannes de l'immigration une bonne fois pour toutes, tu en auras assez des cotisants, t'inquiète. Tu fais des grands chantiers pour la France. France éolienne, France je sais pas quoi là. Hop là, pour préparer la transition écologique de demain. Avec les travailleurs du monde entier, on les accueille tous pour tous travailler en France. Ça fait v'là les cotisations. Hop là, la retraite par répartition, elle a l'équilibre. Hein. Voilà, bravo. Le PIB, c'est pareil, ça n'a pas de sens. Une année, même Sarkozy avait dit, écoutez, ça suffit, ça veut rien dire. Bon, de comparer la dette à une année de PIB. Oui. Toute la richesse qu'on produit, bon. Mais faites ça dans votre vie. La dette ou le déficit? Dites, tiens, qu'on représente ma dette sur ma bagnole ou ma maison, à une année, vous courez, on appelle le SAMU, vous avez une attaque cardiaque. D'accord? Oui, quand on dit on est arrivé à 120% de dette en point de PIB. Donc le déficit, c'est chaque année ce qui va se rajouter à la dette. Et après, la dette, elle roule, on rembourse une partie, et puis c'est hop là, ça revient. Et elle augmente petit à petit. Voilà. Et après, on paye des intérêts sur la dette, et ça, c'est un coût pour l'État, certes. Mais effectivement, t'es en mode genre, putain, 20 000 balles, j'ai pris un prêt à 20 000 balles pour payer ma voiture, ramener sur une année, c'est quasiment 100% de ce que je gagne. Mais c'est pas sur une année, donc ça n'a pas de sens, effectivement. Comme ça, que veulent dire les mots? Que désignent-ils? Si on veut ne pas masquer les relations sociales d'appropriation et d'expropriation et d'exploitation, il faut appeler les choses par leur nom. Quand une grande boîte vous taxe de 15% pour être présent sur sa plateforme, ça s'appelle de l'exploitation. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez produit, et déjà vous prenez du travail gratuit, et lui, il vous prend une taxe sur un boulot qu'il n'a pas fait. Comment ça s'appelle sinon de l'exploitation, ça? C'est de l'exploitation. Quel service est rendu? Pouvez-vous me dire? Être présent comme vous avez... Twitch Spotted, de quoi? Je comprends pas. Oui, mais il parle de Twitch un peu, du modèle économique de Twitch. Ouais, Jeff Bezos, crois-moi, mais 30% là. Ça, t'as assez de thunes pour tes serveurs. Avec Amazon Mechanical Turk, là, et toutes tes conneries, là. Ça va, donne-moi les 30%, là, enfoiré. Sinon, je pars sur Kik. Non, hors de question. Photo comme ça, on paye d'autant plus cher pour être en haut et pas être en bas de la file. Bon, tout ça, on comprend, c'est des conditions économiques, nani, nana. Sur la page d'accueil, oui. Nommez les choses. Vous faites exploiter. Qu'est-ce qui vous ennuie dans cette affaire?
Parce que là, il n'y a que des salariés, je pense, la plupart, ils savent tous qu'ils sont exploités. Bon, ça ne les empêche pas Ah non, de j'y suis dormir. plus, non. Ça les pousse à se syndiquer. Chez vous, ça doit vous pousser à vous syndiquer. Donc, là, on approche de choses qui sont Moi, importantes. j'y suis Le plus. plan, c'est la propriété collective du temps. Le temps dominant aujourd'hui, c'est le temps court. Vous savez combien, dans les années 70, combien de temps était détenue une action? En moyenne. There is no alternative. Le salon de coiffure non socialisé, non collectivisé. 6 ans. Voilà. Soit on a Touch Air et There is no alternative, ou alors on a Solid Air et Function Air. Choisissez. Quand on est arrivé dans les années 90, c'était 2 ans. Et maintenant, vous savez combien c'est avec le trading à haute fréquence? 2 secondes. Ça veut dire que le temps dominant de la société, c'est le temps zéro. Donc toute la société est poussée vers le temps zéro. C'est une constante de l'histoire. Quand la société était agricole, c'était les saisons qui faisaient le rythme du temps. Et maintenant on a l'ère de TikTok et des réseaux sociaux, les autoroutes de l'information. Aujourd'hui, c'est le temps zéro. Vous entendez des journalistes dire le temps irréel. Donc le temps réel dont ils parlent, c'est ce temps accéléré. Donc le plan, c'est la propriété collective du temps. Et là, c'est une garantie que nous donnons. Parce que plus vous êtes une petite entreprise, plus vous avez besoin de visibilité. Parce que vous Ce moque de Mélenchon, il est anti-LFI. Il y en a marre de ces médias qui diabolisent la France insoumise en rappelant tout le temps que Mélenchon a du mal à parler dans le micro quand il est en meeting parce qu'il se tourne à droite à gauche pour parler à ses camarades. Il y en a marre de cette diabolisation. Je suis en train de perdre le focus sur le truc. En plus, on parle de sujets économiques, c'est un peu pas austère, mais c'est de l'économie, quoi. Il y a 5h41 de live, j'ai pas bouffé. Enfin, j'ai bouffé un bon petit déjeuner, là, une banane, j'ai mal au ventre, donc je commence à perdre le fil. Allez, focus. Tu as fait 47 minutes 44 sur Céleste, tu es capable de focus, même dans les moments de clutch. C'est parti. Du temps. Et là, c'est une garantie que nous donnons. Parce que plus vous êtes une petite entreprise, plus vous avez besoin de visibilité, parce que vous ne pouvez pas amortir le choc imprévu. Ouais. Celui qui a une trésor avec quelques milliards, de l'argent mis de tous les côtés, il peut encaisser. 47-44 mon PB sur Céleste, je l'ai fait hier soir. Mon premier temps sub 50, j'ai fait 47 minutes 44, ça commence à être bien. Un choc. Salut Guillotine, comment ça va? Ça fait longtemps. Il y a des boîtes qui ont encaissé des chocs incroyables. Je veux dire, Dassault, quand plus personne achetait de Rafale, ils ont il y a un problème avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a un vrai problème avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il kiffe trop Dassault. Il kiffe trop Dassault, vraiment, c'est un bandeur de Dassault. T'es potes avec Serge Dassault et tout. Là-dessus, inventé le Falcon, qui est aussi un très bon avion. Hein, mais il a fallu ça pour que la machine se remette à tourner. Le King Dassault APB, ça pour le coup, oui, on est tous d'accord là-dessus. Il aime trop Dassault. Il peut pas s'empêcher de sucer Dassault. Mais c'est parce qu'il a ce côté un peu, voilà, on fait de très bons avions pour la puissance de la France. Il a ce côté un peu presque crypto-nationaliste, mais pas nationaliste au sens il veut faire la guerre partout, quoi. Mais voilà, quoi. Il est quand même en mode de la puissance de la France. Il aime un peu bien ça, Jean-Luc. Voilà. Et donc avec Dassault, je sais pas. Ça date pas de l'époque où il est militaire en Essonne, si. Mais du coup, il a un truc. Ça mélange son autisme des avions et son amitié de l'Essonne avec Serge Dassault. Oui, puis aussi, derrière, en toile de fond, le côté, voilà. C'est comme quand il parle de la France sur les 5 continents, servons-nous des atouts de la France pour être fort, etc., etc. Après, bon, normal, il veut être président de la République, il va pas dire le contraire, vous voyez. Mais bon, voilà, ça c'est un truc où on peut le critiquer pour moi. D'autres grosses boîtes. Donc, le plan, c'est la garantie pour vous de la visibilité. Si Mélenchon devient président de la République, vous inquiétez pas, il va continuer à vendre des rafales à qui mieux. Hein. Ça, pour le coup... Tout le monde a envie de visibilité dans sa vie. D'ailleurs, si vous regardez bien, nous éduquons nos enfants à penser une visibilité de la vie. Après, il faut acheter des F-35, produire ses propres... Alors, mais moi, je suis pour que la France produise ses propres avions de chasse plutôt que de les acheter aux Américains, évidemment. Il pourrait se dire, il faut nationaliser l'intégralité des entreprises. Dassault s'appellera France Avion si je deviens président de la République. Ces crapules parasitaires n'ont pas à avoir une rente sur le génie français de l'aéronautique. Il dit pas ça. Hein. Il est en mode, non, Serge Dassault, c'est un bon patriote. Bon, voilà. Ils veulent, hein. Mais bon, on a tous prévu toutes les mêmes étapes. Mais tranquille. C'est pour ça, quand on a un certain âge, qu'on a l'impression que c'est un recommencement perpétuel. Tranquille, je voterai pour lui quand même. Voilà. De la même comédie. Bon, alors, ça c'est là. Et après, il y a la fusée. C'est un outil de souveraineté, c'est indispensable tant que l'international communiste n'existe pas. Ouais, mais il pourrait dire ça tout à fait. Il faut qu'on ait une souveraineté militaire en France qui part par la nationalisation de l'industrie de l'armement et de l'aviation, etc., machin bidule. Mais c'est pas ça qu'il dit tout à fait. Là-dessus, il a un côté où il a son petit biais où il aime dire Dassault, quoi. Voilà, c'est comme ça. La filière, c'est un vieux monsieur, il a une vie bien remplie. Voilà.
une idée cruciale. Il a des souvenirs plein la tête, dont des souvenirs avec Serge Dassault, si vous voulez. Bon, voilà, c'est comme ça. Je vais pas le sucer là-dessus, c'est tout. Tranquille. Alors, vous n'avez pas rebondi, mais quand même, quand je vous parle de la filière bois, nous sommes un pays du tiers-monde. C'est-à-dire, nous exportons de la matière première et nous amenons un produit fini. Pourquoi? France Avion, tu ne seras pas en charge du naming sous le communisme. Oui, il y a Air France aussi, mais c'est différent. Bref. Justement, il y a Air France, mais il faudrait France Avion pour Dassault, quoi. Vous voyez? Il pourrait y avoir Air France et France Avion. Bon, bref. Mais évidemment que si on trouvait des gens, par exemple, lui vient me voir, dit c'est terminé, je laisse tomber la formation. Non, par contre, attends, je suis désolé. Que tu parles pas dans le micro, c'est une chose, mais là, il s'est éloigné du micro. Déjà, il parlait comme ça, pas dans le micro. Mais là, il a carrément fait hop là, je me décale, quoi. Non, mais sérieux, fais un petit effort, Méluche. Bois. Et il a un super projet. Où on trouve. Non, pas Air France comme ça, non. Pardon, monsieur, je vous prends un peu comme ça à témoin. Personne ne veut lui prêter un rond. Attendez, j'ai décroché du coup, là je suis en mode blague, fin de stream, j'arrive pas. Mais oui, là il fait son one-man show, hein, c'est délicieux. Attendez. Je rembobine parce que je sais plus où on en était là, Dassault, tout ça là. Lui fini. Pourquoi? Je pose la question. Mais évidemment que si on trouvait des gens, par exemple, lui vient me voir, dit c'est terminé, je laisse tomber la formation, je passe au bois. Et il a un super projet. Où on trouve le fric? Personne ne va lui prêter, pardon monsieur, je vous prends un peu comme ça à témoin. Personne ne veut lui prêter un rond. On dirait un élève avec le prof, en mode genre, allez viens, je fais l'exemple. L'élève il est tout gêné comme ça, il regarde ses pieds. Alors qui va faire? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit c'est les banques vers lesquelles on se tourne parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Les banques? Ah super les banques, hein. Ah les banques en France c'est excellent, hein. J'adore le système bancaire, j'adore l'industrie bancaire en France, je leur fais pleinement confiance, quoi. Voilà, en plus ils font ce qu'ils veulent, c'est des intérêts totalement privés. Ah ouais, que l'alignement parfait et automatique entre les intérêts financiers de la Société Générale et de la BNP Paribas avec les intérêts des Français, elle est évidente. Elle tombe sous le sens, évidemment. Système bancaire. Arrêtez avec les blagues, vous êtes marrant le chat, du coup déjà j'arrive pas à me concentrer. Donc l'argent, il est là. Il est là. Nous l'avons. C'est... J'ai parlé de la caisse de quoi? Ah oui, ils ont surélevé le micro avec des programmes de la hi-fi. Lesquels on se tourne parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Vous avez donc l'argent, il est là. Combien demi-démon? Il est là, nous l'avons. C'est, j'ai parlé de la caisse dépôt et consignation, 1300 milliards. On a parlé de l'assurance vie, pas moi, vous. Vous avez dit ça fait zéro. Ben ça fera plus zéro. Si vous voulez que ça continue à faire zéro, dirons-nous aux gens, 1 euro sur 2 de l'assurance vie est placé à l'étranger. Eh bien on dira, l'euro qui est placé à l'étranger, quick, lui, il n'a plus d'avantage fiscal. L'euro qui est placé en France, alors je vais vous dire le problème qu'on aura. Le problème traditionnel du capitalisme, c'est où est-ce qu'on mettra tout ça? Parce qu'il faut qu'il y ait... La question préférée du capitalisme, c'est qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille? C'est un peu ça qu'il a dit, non? Il y a des filières qui soient prêtes. Il faut des gens qui puissent prendre le capital, le transformer en machine, mettre les ouvriers derrière. Là, je vais finir juste là-dessus, je vous le promets. Vous avez évoqué la question de l'apprentissage. Là aussi, gardons-nous de la caricature. Aucun d'entre nous n'a jamais dit qu'il ne fallait pas d'apprentissage. Jamais de la vie. C'est une formule qui est utile dans certains cas par rapport à certains métiers. Historiquement, qu'il y ait des apprentis, des compagnons, il y a des trucs où c'est tout à fait logique, quoi. Mais après, l'apprentissage a été généralisé pour fournir de la main-d'œuvre pas chère au patronat qui sont genre, ouais, vas-y, viens dans la boîte, ouais, vas-y, tu vas bosser 3 ans d'alternance, c'est parfait, ouais. Tu coûtes que dalle, j'adore. Oh, trop bien, quoi, 800 € par mois, pas de cotisation sociale, des aides directes de l'État en cas de création de poste, allez, viens bosser chez nous. Et quand l'alternance est finie, c'est en mode, bah, casse-toi. Mais c'est bien, on t'a formé. Donc c'est évidemment que c'est utilisé par les grandes entreprises, et les petites aussi, mais surtout les grandes, comme un moyen d'avoir de la main-d'œuvre à bas prix, à qui on peut faire les mêmes choses qu'un salarié, mais il coûte 2 fois moins cher, quoi. Évidemment. Ce qui ne veut pas dire que l'apprentissage doit cesser d'exister. Il y a effectivement des métiers où c'est une bonne méthode pour apprendre, quoi, tout simplement. Mais moi, j'attire votre attention sur le fait qu'un métier, c'est pas seulement un tour de main, c'est aussi des connaissances. Et on peut dire aujourd'hui que tous les métiers sont des sciences pratiques. Donc l'enseignement général qui rentre dans l'apprentissage d'un métier, c'est pas un luxe pour l'esprit, c'est une nécessité souvent de la qualification du métier lui-même. Attention. Et donc, l'outil le plus performant pour cet enseignement, c'est le lycée professionnel. Maintenant, on ne dit pas que l'apprentissage est nul, mais ça dépend pourquoi. Et qu'on est Alors, pour info, il a été ministre de l'enseignement professionnel sous Jospin en 2000, un truc comme ça. C'était pour la cohabitation quand Jospin était Premier ministre de Chirac, c'était de 97 à 2002, si je dis pas de bêtises. Et alternance. Non mais stop. Stop. Et donc du coup voilà, il était ministre de la formation professionnelle, il a fait des réformes et notamment il a introduit plus
de matières générales dans le tronc commun des lycées professionnels, en mode genre, bah, c'est pas parce que les gens ils sont au lycée pro qu'ils doivent pas avoir des matières générales et avoir un tronc commun avec tout d'éducation et de culture partagé avec le général. Voilà. Il est en mode, Et ce n'est en pas une voie de garage, voilà, il faut apprendre la littérature et les mathématiques aussi. apprentissage, les formations dans le supérieur, alors là, c'est un non-sens absolu. Ça coûte une blinde. D'ailleurs, tiens, Onibaku, t'en penses quoi, toi, de la réforme de Mélenchon? Parce que toi, c'est ça, hein. Tu fais une matière générale du tronc commun au lycée professionnel. Alors, c'était bien, Mélenchon? Tu trouves ça bien? Ça marche bien ce que tu fais? Prof de maths contractuel dans le lycée pro. Ça a bien pris le truc? Tu sens que tu l'aurais utile ou pas? Moi, je dis ça, c'est méchant, mais c'est compliqué d'être prof de manière générale. Prof de maths, les élèves, ils s'en battent les couilles. Et en lycée pro, peut-être particulièrement. Mais voilà. Ce qu'il faut pas se dire, c'est oh là là, faut pas regarder concrètement ton métier à l'instant T. Il faut voir ce qui se passerait si t'étais pas là. Ça serait pire. C'est pas le sujet. Mieux vaudrait. Ils s'en battent les couilles, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles, mais s'il y avait ni maths, ni français, ni rien du tout, et que le lycée professionnel, c'était juste va bosser en alternance et ferme ta gueule, bah, ça serait pire, dans tous les cas. Même si, bon, toi, c'est peut-être pas comme ça que tu le ressens au jour le jour, mais tu n'es qu'un tout petit bout d'engrenage dans une immense machine qui fonctionnerait moins bien sans toi, malgré tout. Bah, après, ça, c'est tout le truc de l'éducation nationale. Hein. Quand t'es l'éducation nationale, t'es en mode genre, putain, je suis qu'un tout petit engrenage qui marche mal dans une machine à moitié cassée. Mais t'enlèves ces engrenages-là, ça serait encore pire, la machine serait encore plus cassée, quoi. C'est compliqué parfois. Bref. Donc oui, le lycée professionnel. Ça coûte une blinde et c'est pas le sujet. Mieux vaudrait payer correctement ou donner une bourse ou mettre une allocation d'autonomie aux jeunes qui vont dans le supérieur et qui fassent ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire étudier et pas faire deux choses en même temps que ce qu'on est en train de faire. Après, on répartit. Mais je me permets de faire remarquer que cette trouvaille de M. Macron, parce que ces gens, ils parlent de trucs qu'ils n'ont jamais vus. Je dis pas que moi j'ai tout vu, et c'était pas ma formation, mais j'ai vu, voilà. Bah dis, j'ai quand même été ministre de l'éducation professionnelle sous le gouvernement de la gauche plurielle de Lionel Jospin. Il peut flex là-dessus. En mode genre, bah voilà, moi je suis pas un énergumène. J'étais ministre du lycée professionnel, c'est des sujets que je connais. J'ai vu qu'on ne peut pas comparer le système productif allemand avec le système français pour une raison très simple. Quand il y a les métiers qui sont comme ça, les postes de travail, hein, en Allemagne, vous montez, vous pouvez commencer apprenti et vous terminez PDG. Attends, alerte, alerte. Il est en train de dire du bien du modèle allemand par rapport à la France. Oh putain, le Jean-Luc Mélenchon de 2012 qui écrit le hareng de Bismarck, il verrait ça, il serait genre quoi? Attends, je suis en train de faire de la drague au petit patron en prenant l'exemple du modèle allemand. Après, je crois que sur des trucs de l'industrie, et notamment les petites boîtes de l'industrie et certains trucs, en vrai, en Allemagne, je crois que ça fonctionne premier degré mieux qu'en France. Il prend pas tout le modèle allemand, évidemment. C'est leur manière de fonctionner. Nous, on rentre comme ça. Parce que la formation se fait par le niveau des diplômes. Et j'ai entendu que vous êtes aussi maintenant, pas maintenant, vous l'êtes depuis un moment, et vous encore. Attendez, de quoi? Une alerte info exclusive de la part de Villegoupil dans le chat qui ne fait que relayer une alerte Mediapart vraisemblablement. Le directeur de l'information de CNews condamné pour violence sur ses 3 enfants. Tiens, bah du coup il va être viré de la chaîne, c'est comme Morandini, il a été condamné pour corruption de mineurs, pédocriminalité. Du coup... Ouais, bon. J'imagine que CNews doit faire ah ouais ok, on s'en bat les couilles. Ouais. On a tripoté et violenté des gosses hein, quand on est à CNews. C'est pas un souci apparemment. Enfin, je dis ça, on verra, mais ok. Plus la Non, capable. il a toujours sucé l'Allemagne sur la formation technique. Ok, je retire ce que j'ai dit. D'accord. Okay. Et à un moment donné, il était très très anti-allemand. C'était son axe de pas de campagne, mais son axe de discours quoi. Il était en mode la France nous vend le modèle allemand à tout bout de champ, alors que c'est de la merde. Voilà. Donc il avait écrit un bouquin, un pamphlet. Qui s'appelait le hareng de Bismarck. Des défenseurs de la valeur du diplôme. Il faut arrêter la démagogie. Les diplômes ne sont pas adaptés, ça suffit. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à faire savoir pourquoi vous n'êtes pas content. Il y a des commissions pour les mettre au point, les diplômes. J'ai fini, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez vous faire engueuler, ben moi aussi. Alors donc voilà. Bon, j'achève là-dessus. Il y a d'ailleurs cette vibe de prof parfois, Mélenchon. Je suis désolé. Le côté, je m'énerve un peu, puis après je parle un peu, l'air énervé, mais avec une certaine tendresse au premier rang. Vraiment, ça c'est le truc de le vieux prof que tous les élèves kiffent, dur mais juste. Il a tellement cette vibe là, genre. Il a tellement cette vibe là. Il a été prof, hein, il a été prof. Pour les mettre au point, les diplômes. J'ai fini, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez vous faire engueuler, ben moi aussi. Alors donc voilà. Bon, j'achève là-dessus. Vibe de prof de français, bah il était prof de littérature justement.
crois que c'était en lycée pro d'ailleurs, déjà. Oui, il était prof, c'était en lycée pro. Je crois que c'était prof de littérature en lycée pro quand il était jeune. Après, il s'est lancé en politique, il a arrêté ça. Puis après, il était ministre de l'éducation professionnelle. Donc c'est des trucs où il a un certain. Il a des connaissances. Bon, après, c'était en 1912, hein, c'est il y a très très longtemps, mais bon. Je vais juste vous dire ça, si vous rencontrez... C'était dans les années 70 où il était prof. Voilà, c'est au tout début des années 80 qu'il devient sénateur. Mais avant, il était déjà en politique. Il a travaillé dans les journaux aussi à un moment donné. Voilà. Donc moi, quand même, je remarque un truc. Hein, c'est qu'il y a une certaine gauche internet qui adore chier sur les profs et les journalistes. Mélenchon était prof et journaliste, ouais, c'est ce que j'ai à dire. le Premier ministre et les autres, dites-leur gros malin. Maintenant, vous êtes en train de renvoyer tous les apprentis parce que vous venez de vous rendre compte, 1, que ça vous coûte, 2, que 25% des mômes fichent le camp avant 3 mois d'apprentissage, et en plus, vous avez coulé les statistiques. Parce que les ouvriers français sont 20%. Dose, il a aussi été sénateur PS, c'est vrai. c'est vrai. Bon, j'arrête d'y gentil ce que j'ai dit. Très bonne remarque. Et en plus, ça, c'est pour rigoler. J'adore Jean-Luc Mélenchon. Ouais, moi je suis convaincu. Moi je suis convaincu par ce petit truc. Le trotskopoujadisme, je monte dans le train. Je monte dans le train jusqu'au jour de l'élection présidentielle. Et après, Osef. Voilà. Je suis trotskopoujadiste d'ici mai 2027. Après, on verra. Statistiques. Parce que les ouvriers français sont 20% plus productifs que les Anglais et 10% de plus qu'un Allemand. Et pourquoi on ne le voit plus tout ça? La productivité s'est effondrée. Parce qu'ils ont compté dans les statistiques 800 000 mômes qu'ils ont fait rentrer là-dedans. Comme ils sont sous contrat de travail et que ce n'est pas de la formation de l'éducation nationale, vous divisez la valeur totale produite par les travailleurs français et vous mettez dedans 800 000 personnes qui produisent rien du tout ou pas assez. Hein, en tout cas qui ne sont pas comparables en productivité. Voilà le seul résultat qu'ils ont obtenu, plus de démoraliser les mômes. Donc, nous avons... Non, c'est pas vrai, ils ont obtenu de la main-d'œuvre pas chère pour le patronat. C'est surtout ça. Besoin Du coup, c'est pas dans l'intérêt des apprentis ni de la France, quoi. Dans les coûts, je disais, d'amont, la formation du plus haut niveau possible pour vous, avec la définition métier égale sciences pratiques. Alors, bien sûr, tantôt par l'apprentissage, je n'en dis combien pas. Mais il faut remettre en route la machine de l'enseignement professionnel de manière performante, de masse. Et ça, si on pouvait faire des grandes réformes dans l'éducation nationale pour redonner ou même donner peut-être ces lettres de noblesse à l'éducation professionnelle, pour faire des techniciens de haut niveau très bien formés, que ça soit pas une voie de garage, etc. C'est prendre à la fois le problème de l'industrie en France, enfin c'est des trucs, ça peut servir l'industrie en France, vous voyez, dans le monde du travail, parce que du coup il y aurait des jeunes bien formés, qui arrivent, qui travaillent bien, etc. Et ça permettrait aussi de faire beaucoup de bien à l'éducation nationale, où jusqu'à preuve du contraire, les voies professionnelles sont, hélas, encore beaucoup trop souvent des voies de garage pour ceux qui peuvent pas aller en général, quoi. Et je le regrette amèrement, mais bon, c'est un peu la réalité. Hein. Voilà, j'ai été prof de seconde une année quand j'étais stagiaire. Genre, n'importe qui a été à l'éducation nationale le sait, hélas. Hein, voilà. C'est pas que ça, mais bien trop souvent, c'est le cas. Voilà. Donc là, en vrai, je suis en mode, ouais, je vois ce qu'il veut dire, ok, d'accord. En tout cas, on voit qu'il y a une cohérence. Il y a une certaine cohérence. Il est en mode genre, moi, je ferais des réformes, et on voit que les réformes qui pourraient faire de l'éducation professionnelle, donc de l'éducation tout court, ont aussi des effets sur l'économie, sur l'industrie derrière, quoi. Enfin, genre, les deux s'articulent, quoi. Voilà. De toute façon, en vrai, moi, c'est le truc qui m'a grave séduit en 2022 avec Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'un peu avant, j'étais en mode genre, j'y crois pas à l'élection, Mélenchon, j'y crois plus trop et tout, machin bidule. Mais le programme économique de LFI, c'est le seul programme économique qui est complet comme ça, quoi. Il y a une vraie vision qui n'est pas juste prolonger et aseptiser peut-être un peu la politique macroniste, faire pareil en moins pire. Non, c'est vraiment une autre vision de l'économie, un vrai projet, avec la relance par la planification économique au service de la transition écologique. Et c'est trop bien foutu. Franchement, leur programme économique, il est incroyable. Moi, c'est le truc, enfin incroyable. Il fonctionne très bien. Quand on regarde tous les autres politiciens, tous les autres candidats à la présidentielle, genre, personne n'arrive à la cheville du sérieux du programme économique de LFI, sachant qu'il y a une vraie vision et une vraie bifurcation par rapport à ce qu'il fait actuellement, quoi. Ça, c'est peut-être la grande force pour la présidentielle, en tout cas, je trouve, de LFI. Et c'est ce qui pourrait aussi permettre à cette entreprise de normalisation, de dédiabolisation de Jean-Luc Mélenchon et de la FI, qui sera en mode genre, mais arrêtez de nous faire passer pour des couillons et des je sais pas quoi. Genre, regardez notre programme économique béton, arrêtez de nous faire passer pour des guignolos, là. C'est vous les guignolos. Voilà. Et ils le font pas mal, ça, déjà. Et ça va s'accentuer. Ça va s'accentuer à l'approche de 2027, je pense. Qu'on n'aille pas prendre ça pour un enseignement au rabais, ça ne l'a jamais été. Voilà, exactement. C'est ce que je disais sur les voies de garage, tout à fait. Ça a toujours. Si nous avons réussi, les Français, à nous tirer d'affaire après la guerre, c'est parce qu'on avait un enseignement professionnel public de masse. Il y en a bien un ou deux dans cette salle qui ont connu l'époque où la moitié de la classe foutait le camp
à la classe de 5e. Parce qu'à l'époque, la scolarité était obligatoire jusqu'à 14 ans. Mélenchon contre le collège unique? Pour l'interrogation? C'est ça que ça veut dire? À 14 ans, la moitié foutait le camp. Pourquoi? Parce que les parents, Il y a tout plein de ça... profs qui veulent revenir à ça, ou qui disent on peut pas enseigner, il y a trop de branle-couilles qui ont rien à faire au collège en 4e là, faudrait qu'ils aillent dans les voies de garage. Effectivement. Bon, après là il dit à l'époque ça fonctionnait comme ça, et force est de constater qu'on avait un enseignement professionnel qui était de qualité. Alors après peut-être qu'il grossit un peu le trait, etc. J'en sais rien, en vrai j'en sais rien. Là-dessus je sais pas. Mais oui, hein, moi je suis pour le collège unique, mais de toute façon tous ces trucs par rapport à l'éducation nationale, tout le monde sait c'est quoi le problème de l'éducation nationale, c'est qu'il n'y a pas une thune, il n'y a aucun moyen. Ça manque de profs, ça manque de thunes pour tout. Et tant que ça sera le cas, il n'y aura pas de solution satisfaisante. Que ça soit au tout inclusif ou fin du collège unique. Quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas de moyens, c'est ça le problème numéro 1 qui bloque tous les autres. C'est le manque de moyens. Et à l'éducation nationale, vraiment, il y a ce truc, excusez-moi, sur le collège unique, sur l'inclusion en particulier, où c'est en mode genre, il faut plus d'inclusion, mais il n'y a pas de moyens. Donc vous vous démerdez maintenant. Hop là. Et donc du coup, pour les profs, c'est ingérable. C'est ingérable. Vous voyez? Et donc c'est vraiment ça le vrai problème de l'éducation nationale. Donc à ce moment-là, messieurs les libéraux, soit vous êtes honnêtes et vous êtes en mode il faut privatiser l'éducation nationale parce que ça va pas, et faire de l'éducation nationale une voie de garage, vraiment faire des écoles de pauvres, et tous les autres fuyez ça et assumez-le parce que c'est ça votre projet au fond. Soit donner plus de thunes à l'éducation nationale, parce que là on est dans un entre-deux qui fait que l'éducation nationale est en train de crever à petit feu, c'est désastreux. Les conditions de travail sont horribles et les conditions d'apprentissage, enfin d'éducation, le sont tout autant. C'est pareil, c'est les deux faces d'une même pièce, quoi. Fallait faire bouillir la marmite, fallait mettre du beurre dans les Voilà, si on abandonne l'école gratuite, laïque et obligatoire, ça sera ok, à la limite, mais que les libéraux l'assument, au lieu d'avancer à moitié masqué comme ils le font en permanence. Non, non, on aime les services publics, on va les défoncer, mais on les aime parce que les Français, ils sont attachés. Bah non, arrêtez d'être mythos, quoi. Salut Drakeos, ça va? Pinard, comme on dit, voilà comment ça s'est passé. À partir du moment où on a passé à 16 ans, c'était tout autre chose. Et quand on a voulu le passer à 18 ans, encore autre. Mais on ne peut pas avoir une économie performante sans des gens formés de haut niveau, même si on a des très bons patrons qui sont des potes super et tout ça. Vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas les gens pour le faire. Voilà, vous voyez la moindre machine aujourd'hui, ce qu'elle appelle comme connaissance technique, je vais vous dire, même le gars ou la fille qui... Bah, il te fait gros doming sur les US. Ah, on en a parlé très longuement là au début, pareil, moi, ça m'a niqué le moral. En plus, avant, j'ai parlé de toutes les saloperies là, avec toutes les dernières saloperies des fachos français et tout. J'étais en genre, waouh, j'étais tendu de fou. Hein. J'étais en mode genre, ah. Après, il y a eu un train de live qui est tombé pile à ce moment-là. J'ai mis de la musique que j'adore. J'étais ému carrément, quoi. En mode genre, c'est pas grave, regardez, la musique nous sauvera tous. Ouais, non, c'est pas évident en ce moment. Hein. Là, ce qui se passe aux States, c'est déprimant sa mère, je suis bien d'accord. Et pas que aux States, mais là en particulier, quoi. Parce qu'il y a un côté, mais c'est quoi la crise qu'on est en train de traverser, quoi, tout simplement. Bah, force à toi, hein, mais force à tous ceux qui douvent en ce moment sur le chat, évidemment. On est ensemble. C'est aussi à ça que sert le streaming de gauche, quoi. Pouvoir au moins se serrer un peu les coudes là-dedans, quoi. Voilà. Il passe avec son balai dans la salle. Je me rappelle d'un film de propagande de votre syndicat. Je pense que ça montrait, on faisait de la production, il y avait des barquettes qui sortaient d'une machine, on interrogeait le gars, et il disait, bah, nous on est contents, on sait faire ci, faire ça. Tout ça. Très bien, hein, parfait. Et on voyait un type qui passait derrière avec un balai, et ça faisait rire. Alors bon, moi, c'était mon boulot de défendre ça. Hein. Je dis, mais vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Hein. La machine a fait les barquettes, le cuistot, il a fait ce qu'on met dans la barquette. Génial, parfait. Mais si le mec qui est là-bas avec son balai, il n'a pas mis pile poil la bonne quantité de nettoyants de toutes sortes et de machins et tout, pile poil, parce que s'il y a une inspection, quick, tout ce que vous avez fait avec votre belle machine, vos barquettes et vos cuisiniers, vous pouvez tout foutre à la poubelle. Donc, il y a, comme on dit, hein, il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a pas de métier sans qualification. Et le gars ou la fille avec son balai et son seau, il faut que lui aussi, il puisse lire ce qui est écrit sur les bouteilles, deux, savoir pourquoi on met telle quantité et pas telle autre, pourquoi on le fait à tel endroit. Donc, c'est aussi une science pratique. Voilà ça m'étonne pas que tu as senti un discours, Onibaku. Hein. On a déjà parlé pas mal de ces trucs-là. Sur d'autres trucs, toi, c'était plus limite dans le milieu universitaire, quoi. Et ouais. Quel est l'univers de la production? On est d'accord. Donc, comme on ne peut pas régler ces problèmes toujours comme ça, là, sur le mode aimable sur lequel on se marre un peu, ils nous taquinent, on les taquine, bon. Et je pense qu'on est arrivé à quelque chose qui nous a tous fait réfléchir. J'espère, en tout cas, moi, j'ai appris des choses en vous écoutant, messieurs. Je remarque d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de femmes chez vous. Et donc, non, mais ça... Oh, il peut pas s'obliger, hein, bande de racleurs patriarcales. C'est une méchanceté gratuite pour la fin, tu vois, pour que vous repartiez avec un peu de quelque chose dans votre pactage. Mais en tout cas, l'événement, de manière imprévue... Il sait se faire respecter, celui-là, hein, ce Tchad. ...débouche sur le fait qu'une proposition de loi dont nous allons essayer d'en faire une loi transpartisane va être faite sur la base de la proposition de
monsieur. La proposition, c'est vous. Mais le contenu, c'est lui. Il y en a un qui pense et l'autre qui agit. Hein, voilà. Merci en tout cas à tous les deux. Ça a été un bon moment. Ok, parce que oui, du coup, il y a une proposition de loi qui va proposer avec ces 2 représentants syndicaux de petits patrons. Je comprends grave la strat. Alors après, ouais, parfois, ça se fait poser des questions sur qu'est-ce que vraiment la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qu'une présidentielle? Tout ça, c'est de la pure stratégie? Est-ce qu'au final, c'est un trop de scope ou jadiste? Je sais pas trop et je suis fatigué. Ça fait 6 heures que je suis en live. Donc, dans tous les cas, si vous avez été au bout de cette VOD et que vous avez été emballé par ça, le programme de Mélenchon, n'hésitez pas à vous embrouiller là. S'il y en a qui trouvent que tout ça c'est du poujadisme, les communistes hardcore du chat là qui sont déçus par Méluche, embrouillez-vous en commentaire avec les insoumis pur jus qui sont ultra emballés par l'idée. Comme ça fera pour l'algo, ça sera bien. Et abonnez-vous surtout. Let's go. À bientôt.